Ouais, c'est ça. Moi, je suis agronome de formation. Donc, j'ai une maîtrise en agriculture fourragère. Puis depuis plusieurs années, je travaille sur toute la gestion post-récolte du grain, donc du battage jusqu'à la conservation, séchage, conservation. Donc, je couvre, on va dire, un peu partout au Québec là, quand on parle de conservation, de séchage. Grosso modo, c'est à peu près ça, là. J'ai plein d'aspects. Au collège, je travaille beaucoup sur l'aspect production aussi, donc de l'implantation jusqu'à la récolte, travail avec des sols, etc. Fait que ça me donne quand même un tour d'horizon complet là, par rapport à la production, à la culture. Fait que c'est un peu ça qu'à soir, je vais essayer de faire avec vous autres, faire un peu le tour, puis répondre aux questions on m'a mandaté, dans le fond, pour voir un peu, ben, cette année, avec la super météo qu'on a eue. Euh, Ça, c'est la météo, tout dépendant de la place où ce qu'on est, c'était très variable, là. Je sais que dans votre coin, ben, vous avez eu beaucoup de pluie au printemps, tandis que nous autres, on a eu un printemps hyper sec. De l'eau, on n'avait pas, ça n'existait pas. Il n'y en a pas tombé. Fait que c'était très, très, très variable d'une région à l'autre, mais au bout de la ligne, dans les périodes stratégiques, on a eu ce qu'il ne fallait pas, ce qui occasionne aujourd'hui ben, ce qu'on a des champs, des fois certaines maladies, certaines problématiques. Puis on va regarder un peu voir qu'est-ce qu'on doit faire pour essayer de limiter l'impact de ces maladies-là, donc au point de vue, ben, à partir de la récolte, donc toute la gestion post-récolte là, rattachée à ça. Fait que grosso modo, euh, OK. Donc, grosso modo, ce qu'on va faire, donc je vais faire un petit retour sur la saison 2023. Donc, j'en ai parlé un peu dans mon préambule. Je vais faire un point aussi sur les moisissures et les mycotoxines. Donc, qu'est-ce qu'une moisissure? Donc, les différents champignons, mais aussi quels sont ceux qui vont produire des mycotoxines parce que la mycotoxine provient des champignons. On va faire aussi un aspect de la gestion de la récolte et du conditionnement en lien avec la présence de ces toxines-là, donc des mycotoxines. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire? Parce qu'il y a certaines choses particulières qu'on peut faire pour, on va dire, limiter la problématique. OK? Donc, malheureusement, on n'est pas capable de l'éliminer, mais on peut quand même l'atténuer, limiter on va dire le développement ou d'augmenter l'ampleur de cette contamination-là. Et à la fin, dans le fond, un petit rappel sur la gestion des résidus, toujours en lien avec la présence des moisissures et des mycotoxines, parce que dans une année comme cette année, on va avoir beaucoup d'inoculums qui vont être produits. Fait que ça va être intéressant de faire une bonne gestion pour que dans la prochaine année et des années subséquentes, ben, qu'on ne soit pas pogné avec la résultante de ce qui s'est passé cette année, puis avoir des problèmes pour plusieurs années subséquentes. Fait que dans le fond, c'est ce qu'on va faire un peu un tour là-dessus. Fait que dans un premier temps, donc si on regarde au niveau du retour de la saison 2023, fait que c'est sûr que cette année, on en a parlé un peu tantôt, la météo, c'était, on va dire, une météo en dents de scie, tout dépendant où on était situé. OK? Donc, on a vécu des extrêmes, donc vraiment des situations où il faisait très chaud, très sec. On a eu beaucoup des grosses températures. À l'inverse, on a eu des journées ou des moments où les précipitations étaient au rendez-vous. Donc, des bonnes précipitations, des bonnes quantités. Donc, tout ça, ça a amené un peu on va dire, un casse-tête par rapport à comment est-ce qu'on va gérer tout l'aspect de la récolte en lien avec ça. Donc, on voyait venir dès le printemps, on a vu qu'il y a des problématiques qui se sont présentées et qui allaient probablement enclencher là, certains phénomènes, certaines contaminations on allait devoir gérer à l'automne. Fait que tout ça, ben, si on regarde ça, ben, des fois, ça peut donner des petits maux de tête. Fait qu'on va essayer de déboucher tout ça pour voir mais comment est-ce qu'on est capable de travailler puis remédier à ça là, pour faciliter là, notre travail. Fait que si on regarde au juste 30 secondes, je vais tasser. J'ai comme les photos qui me cachent. OK. Donc, quand on parle des différentes conséquences, donc on parle de développement de maladies, donc on a parlé un peu tout à l'heure en préambule, mais on parle principalement bon, des fusarioses, on parle de la sclérotinia qui était présente, de l'anthracnose, d'autres maladies là, qui se sont développées dans les différentes cultures. Mais pour la présentation, je vais me concentrer principalement sur la fusariose parce que la fusariose va avoir un impact au niveau de la production de toxines et qu'on va devoir gérer
en silo. Donc, il y a certaines opérations qu'on va devoir faire pour essayer de limiter sa propagation. Parce que quand on parle des autres maladies, entre autres la sclérotinia, l'anthracnose, donc c'est des maladies qui vont affecter la plante, qui vont affecter les rendements, mais qui ne se transféreront pas nécessairement dans les silos. Donc, on doit gérer au champ, on doit gérer l'inoculum, mais par contre, au niveau de la toxine, donc c'est des champignons qui ne développeront pas de toxine. Donc, dans ce cas-là, ben, au niveau du grain, ça a un petit peu moins d'impact. OK. Donc, avant de poursuivre plus loin, j'ai été chercher les données météo juste pour voir un peu dans ma localité. Donc, j'ai le portrait parce que je l'ai vécu au printemps durant l'été. Mais je voulais voir au niveau de la Montérégie un peu à quoi la météo ressemblait. Donc, je suis allé chercher les données au niveau d'Environnement Canada, donc à la station de Saint-Hubert, Montréal, pour le mois de juillet à août, septembre, pour voir un peu à quoi tout ça ressemblait. Donc, si je regarde au niveau météo, euh, d'un point de vue donc juillet, on voit que les précipitations, donc on a eu quand même pas mal de précipitations. Donc la température, on a eu une température relativement chaude dans le mois de juillet avec quand même beaucoup de précipitations. On parle de 212,9 mm d'eau tombée dans le mois, qui est quand même des bonnes quantités. Quand on regarde au niveau du mois d'août, on parle de précipitations de l'ordre à peu près de 142 mm, sauf que, bon, le 142 mm, il y a la journée du 30 là, qui vient un peu fausser la précipitation du mois, là, parce qu'il a tombé pratiquement 50 mm dans la même journée. Donc, au niveau des précipitations, c'est un petit peu plus... des précipitations, je dirais, plus proches de la normale. Et quand on est arrivé au mois de septembre, donc on a rentré dans des situations où les précipitations étaient beaucoup moins, belles températures, des belles conditions. Par contre, au niveau du mois d'août, pas d'août, mais de septembre et même début d'octobre, ce qu'on voit, c'est plutôt l'inverse. Donc, au lieu que ce soit les précipitations qui vont nous créer des problématiques, on est plus dans l'aspect d'humidité relative. Donc, des humidités relatives qui sont très hautes la nuit et qui vont redescendre plus tard l'avant-midi et en fin de journée, donc qui va revenir quand même assez rapidement. Donc, qui va faire en sorte qu'on va avoir beaucoup de rosées, des bonnes rosées, donc des quantités d'eau quand même qui vont se retrouver sur les cultures et qui vont amener aussi son lot d'impact sur la récolte. OK? Donc, quand on regarde tout ça d'un point de vue, donc on voit que le mois de juillet, c'est la période où il y a eu bonne précipitation. Je n'ai pas été recherché avant, donc je voulais mettre un emphase principalement sur le mois de juillet parce que c'est là qu'on commence à voir apparaître les croix. C'est là que la sortie des soies va apparaître aussi. Et on est dans la zone où la contamination ou l'inoculum va pouvoir rentrer à l'intérieur de l'épi de maïs pour se développer et créer de la moisissure. Donc, ça veut dire qu'on a eu tout ce qu'il fallait pour créer des conditions gagnantes au développement du champignon. Donc, au fil du temps, donc c'est ce qu'on ne voulait pas voir apparaître, donc des épis, de la moisissure qui apparaît sur les épis, donc des champignons. Puis dans ce cas-là, bien, ici, on parle de fusarium, donc qui ont un impact là, vraiment sur la production de toxines. Ça veut dire que ce qu'on va essayer de faire, dans le fond, c'est de ramener un peu tous les points pour essayer de ramener on va essayer de replacer les puzzles là, pour trouver une stratégie pour être capable d'aller chercher tout ce qu'il faut, donc les conditions gagnantes pour maximiser ou optimiser la qualité du grain que je vais sortir, même si j'ai de la présence de maladie. Donc, il y a certaines choses qu'on peut faire pour limiter l'impact que ça va avoir sur ma récolte. Donc, comme je l'ai dit tantôt, je vais me concentrer beaucoup plus sur la récolte du maïs grain. Donc, c'est elle qui va débuter bientôt. Je sais que le soya est démarré, mais compte tenu de la toxine, donc c'est surtout sur le maïs qu'une partie de la présentation va se passer. Donc, les mycotoxines, les moisissures. Donc, quand on parle de moisissure, bon, c'est sûr que pour se développer, une moisissure a besoin de matière. Donc, dans ce cas-là, l'épi, le plant, donc de la matière.
de la température et de l'humidité. Donc, toutes ces conditions-là, on les a eues durant tout l'été, pratiquement. Donc, quand l'épi a commencé à se développer, on a rentré dans des conditions très humides, très chaudes. On a eu par la suite une accalmie un peu au mois d'août. Quand on est revenu au mois de septembre, on a reconnu encore des conditions qui étaient favorables au développement de la moisissure. Et quand on parle de développement de la moisissure, ben, c'est sûr qu'il y a plusieurs facteurs qui peuvent aggraver la situation. Donc, entre autres, la durée d'exposition. Donc, c'est sûr que c'est le facteur prépondérant. Plus c'est humide et chaud, plus le champignon va se développer. Donc, durant toute la période que la plante va être au champ, va se développer, il va avoir maturation, ben, c'est sûr que ça va impacter sur la croissance du champignon si les conditions sont là de développement. L'humidité, ben, c'est sûr qu'elle va conditionner l'intensité. Plus il y en a, plus c'est rapide. Puis d'un point de vue de température, ben, quand on parle de l'optimum de croissance au niveau du champignon, entre autres au niveau du fusarium et autres champignons, ben, on parle de température optimum entre 15 à 35 degrés Celsius selon la souche fongique qu'on peut rencontrer. Donc, c'est des conditions facilement rencontrables dans les conditions qu'on a ou qu'on a eues durant l'été. Quand on parle de température au niveau de la limite du développement de la moisissure, donc on parle de 5 degrés. Donc, ça, je l'ai mis là parce qu'on va en reparler un petit peu plus loin, mais quand on va parler d'entreposage puis de conservation, bien, ça va être important de baisser nos températures pour justement ne pas donner de situation où ce que le grain pourrait redémarrer un développement de moisissure. Donc, ça veut dire que quand on parle de température de 5 degrés Celsius, c'est une température qu'on va viser pour essayer de limiter son développement, le développement des différentes moisissures en silo. Toujours dans le développement des moisissures, donc au niveau du développement du champignon, donc ça va toujours débuter au niveau de l'extrémité de l'épi. Donc, quand on parle du fusarium, la fusariose de l'épi, ou dans certains cas, donc par des blessures qui peuvent être causées par des insectes ou des oiseaux. Mais règle générale, la première étape au niveau du développement du champignon, ça va être à l'extrémité de l'épi. Il y a deux périodes très critiques dans cette contamination-là. Donc, on parle de la première qui est l'apparition des soies. Donc, on parle des 6 premiers jours dès l'apparition des soies où on est dans une période où ce que le champignon, l'inoculum, va rentrer à l'intérieur de l'épi puis va commencer à se développer. Sinon, on parle de l'atteinte de la maturité physiologique parce que dans cette période-là, donc une fois que le grain a atteint son point noir, ben la plante a moins de mécanismes de défense, donc c'est pratiquement inactif et aussi, la résistance de la plante est à son minimum. Donc, ça veut dire que si on a des conditions qui sont favorables pour le développement du champignon, le champignon va reprendre de l'activité puis on va avoir une plus grande contamination. Autrement dit, la contamination va s'accélérer. Donc, dans cette période-là. Donc, si on parle de mycotoxine, donc une mycotoxine, juste pour faire un parallèle à la moisissure, donc à l'agent fongique. Donc, la mycotoxine, c'est tout simplement une substance qui est produite, donc c'est une substance naturellement produite par le champignon qui découle souvent d'un stress. Okay? C'est une réaction qui est secondaire, ce n'est pas une réaction qui est nécessaire pour la survie du champignon, mais c'est un processus qui va se passer naturellement dans le champignon quand il va y avoir quand il va se passer un stress. Puis généralement, quand on parle de stress au niveau des champignons, bon, le climat en est, on va dire la principale cause. Quand on parle, excusez, quand on parle des risques, donc au niveau du développement de la mycotoxine, bon, c'est sûr que les risques, ça fait, c'est un aspect c'est comme une équation dans le fond, donc il peut y avoir un danger. Dans ce cas-là, on va parler d'inoculum, donc ça veut dire le champignon lui-même, avec aussi le degré ou la période d'exposition. Dans ce cas-là, j'ai fait référence à la date de récolte parce que la date de récolte, dans le fond, va être la sortie du grain ou du plant du champ. Ça veut dire qu'on va arrêter le cycle de production parce que la plante ne sera plus là. Ça veut dire que plus le grain est en contact sur une période prolongée, puis il y a de l'inoculum, ben, plus les risques sont élevés de rencontrer une toxine, donc un développement de champignons et une toxine. OK?
Encore au niveau des mycotoxines, donc j'ai essayé de simplifier parce que quand on parle des mycotoxines, c'est sûr qu'on pourrait s'étendre très longtemps, on pourrait en parler des heures et des heures. Mais en gros, quand on regarde le portrait, on sait qu'il y a plusieurs espèces fongiques. Il y a donc différentes espèces fongiques qui peuvent produire les mêmes toxines. Donc, ça, c'est des choses qui sont possibles. On peut avoir aussi une seule souche fongique, donc une seule souche de champignons, de moisissure, qui peut produire plusieurs toxines, donc plusieurs mycotoxines. On peut avoir la présence de moisissure sans nécessairement avoir la présence de mycotoxines. Il ne faut pas oublier que la production de mycotoxines est un mécanisme secondaire. Donc, on peut avoir de la moisissure sans nécessairement avoir des taux de toxines ou pas du tout. Puis, dans certains cas, donc, quand on parle de la gestion post-récolte ou au niveau du après séchage, ben, ça veut dire qu'il peut avoir aucune présence de moisissure, mais généralement, la toxine, quand elle est déjà là, elle va persister, donc elle va rester là. On ne peut pas l'éliminer. Elle est là. Tout ce qu'on peut faire, c'est empêcher donc, qu'elle augmente. OK? On veut juste limiter son augmentation. Mais si les taux sont élevés au champ, généralement, ben, c'est des taux qui vont suivre tout le long du processus. Donc, en gros, quand on regarde le portrait au niveau de la production des différentes toxines, donc il y a trois grands groupes de champignons qui vont produire des toxines. Donc, on a la famille des fusariums, donc je pense que la plupart connaissent. On a la famille des aspergillus, qui sont d'autres types de champignons producteurs de mycotoxines, et la dernière qui sont des pénicilliums. Donc, c'est les trois grandes familles de champignons qui vont produire une bonne partie des mycotoxines qu'on va rencontrer. Donc, il y en a d'autres, mais principalement ceux-là auxquels on fait affaire ou qu'on rencontre, ça va être ceux-là. Donc, le fusarium et l'aspergillus sont deux champignons qui vont se développer au champ. Et quand on parle du pénicillium et un peu de l'aspergillus, on peut se développer aussi au niveau de l'entreposage du stockage. Quand on parle des mycotoxines produits en lien avec ces familles de champignons, donc au niveau des fusariums, on parle des fameuses trichothécènes, donc soit de type A, donc les T2, HT2, ou de type D, donc les DON puis les NIV. Là. Donc, quand on parle des DON, on parle de la fameuse vomitoxine. Ensuite, on a les zéaralénone, qui est une autre toxine produite par les fusariums. Ou sinon, ben, on parle des fumonysines, donc B1, B2, qui sont aussi des toxines produites par certains fusariums. Au niveau des aspergillus, on parle principalement des aflatoxines et dans les cas des pénicilliums, on parle des ochratoxines et de la citrinine. Au travers de ça, je vous ai mis un peu, juste pour vous faire un peu un topo par rapport à ce qu'on a rencontré, mais quand on parle des principales mycotoxines produites par les fusariums, donc on a les types, donc vomitoxines, donc les DON, les NIV, les EA. C'est des toxines, donc au niveau des champignons, généralement, ça va être beaucoup je dirais qu'elles qu'on rencontre le plus souvent, ça va être les fusarium graminarium qu'on rencontre le plus souvent, donc qui sont qui vont produire la ZEA puis la vomitoxine. C'est des champignons qui vont se développer dans des conditions assez tempérées, donc on parle de 15 à 25 degrés Celsius. Et quand on parle de la toxine, ben, c'est des toxines aussi qui vont être générées donc dans un deuxième niveau, donc dans un processus secondaire qui va faire en sorte que dans des températures entre 15 à 25 degrés, on va voir la toxine se développer, mais vraiment dans des conditions d'humidité. Donc, ça nous prend de l'humidité pour que le champignon se développe et qu'il y ait une production de mycotoxines. Quand on parle des fusariums qui sont en lien avec les fumosinines, on parle des températures un petit peu plus élevées, donc on parle de 25 à 30 degrés. Mais quand on parle des conditions de développement de la mycotoxine, on parle de conditions secs. On ne parle pas de conditions qui sont humides. Donc, c'est des champignons qui vont se développer, qui vont produire des toxines quand les conditions sont secs et chaudes. Et quand on parle des aspergillus, ben, c'est un niveau encore plus élevé. Donc, on parle vraiment au niveau du développement du champignon 30 à 35 degrés. Et encore là, dans des conditions qui sont secs pour la question de la production de la flatoxine. Donc, ici, là, on en voit moins, c'est moins fréquent, mais en Ontario, ben, c'est des aspergillus. Bon, c'est des champignons ou la flatoxine. Donc, c'est des toxines qu'on va rencontrer parce que les climats sont un petit peu plus chauds qu'on va rencontrer ici. Donc, pour mettre ça de façon
synthèse un peu là-dessus. Donc, quand on parle des moisissures, donc les moisissures, généralement, vont se produire au niveau du champ. Donc, c'est des champignons qui vont se développer au fur et à mesure que la croissance va se passer si les conditions sont propices à son développement. Et règle générale, on va avoir une contamination, donc une production de toxines qui est souvent proportionnelle à la quantité de l'infestation qu'on va voir visuellement. Donc, si on voit beaucoup d'infestations, il y a des bonnes chances que la quantité de toxines va être similaire. Mais ça, je dis, c'est proportionnel. Donc, on dit que c'est bon, pas occasionnel, mais souvent, mais ça peut arriver dans des situations particulières où il y a moins de toxines de produits. Mais règle générale, quand on voit beaucoup d'infestations de moisissure, donc présence de moisissure, c'est un bon signe qu'il peut y avoir des niveaux de toxines. Quand on arrive à la récolte, ben, au niveau du séchage, on s'entend que la chaleur va détruire une partie des moisissures, donc des champignons. Par contre, la chaleur lors du processus de séchage ne viendra pas détruire la toxine. Donc, la toxine, elle est là, elle ne changera pas, elle ne bougera pas. Par contre, si dans le processus, donc une fois qu'on a terminé de sécher, il ne faut pas oublier que quand on va sortir le grain du champ, on va l'emmener, on va le mettre dans un silo d'attente, on va le rentrer dans l'élévateur, on l'envoie dans le séchoir, on le promène, donc il peut y avoir de l'inoculum qui va être partout. Donc, en sortie du séchoir, il est possible que cet inoculum-là rentre en contact avec le grain qui a été séché. Fait que si on la retourne dans un silo pour l'entreposage, puis les conditions ne sont pas optimum, ben, ça se peut que le champignon se remette à se développer et que les toxines du même coup se remettent à monter. Ça veut dire que c'est des choses qui sont quand même très importantes à considérer quand on a présence de toxines ou de moisissures au champ. La gestion du séchage et de l'entreposage est un aspect qui est très important pour limiter l'augmentation ou la propagation de cette toxine-là. Donc, si on regarde ça, donc les stratégies de contrôle au niveau des mycotoxines, la première des stratégies, c'est de faire une récolte plus hâtive dans le cas du maïs. OK? Donc, au niveau des céréales, ben, plus on est. C'est la même affaire au niveau des céréales aussi, là, quand on parle du blé et de l'orge. Plus on est capable de sortir rapidement le grain du champ, moins on expose le grain à des conditions climatiques humides ou à des conditions favorables au développement de la moisissure. OK? Donc, on vient arrêter le cycle directement. Fait que si on voit la présence de moisissure dans les champs actuellement ou dans certains champs, on a avantage à le sortir plus rapidement que de le laisser là. Surtout que ce que je vous disais tantôt au niveau des conditions climatiques, même si le mois de septembre, on va dire les dernières semaines de septembre puis le début octobre sont très chaudes, très belles, on a des taux d'humidité la nuit qui sont très élevés. Et comme les taux d'humidité viennent avec les points de rosée précipités sur les surfaces, on se retrouve avec de l'eau qui va se ramasser quand même sur les épis, qui va faire en sorte que le champignon va proliférer. Et comme la période post-maturité physiologique fait en sorte que le champignon ait plus de facilité à se développer parce que le plein est moins capable de se défendre, on va avoir une augmentation de la production. Puis du même coup, il y a des chances qu'on augmente aussi la production de mycotoxines. Fait que quand on est capable, surtout dans les champs, si le champ, il n'y a pas beaucoup de présence de champignons, on peut, on peut se dire, bon, OK, on va attendre, on va laisser sécher un peu au champ. Mais si on arrive dans des situations où on voit qu'il y a quand même une infestation, ça serait peut-être une bonne idée de sortir plus tôt pour être capable de contrôler le développement de cette moisissure-là, du même coup, contrôler aussi le développement de la production de mycotoxines. Au niveau du séchage, une autre chose, un autre point intéressant puis, à faire attention, donc quand on a présence de moisissure, donc les grains qui sont dans la zone proche de la production ou le développement de cette moisissure-là, ça va donner une sensibilité plus grande au niveau des chocs thermiques, au niveau du grain. Fait que quand on arrive avec ce type de grain-là, avec ces grains-là dans le séchoir à des températures qui sont plus élevées, c'est des grains qui vont réagir plus facilement à de l'échauffement ou à autre chose de même. Donc, c'est un grain qui est plus sensible. Donc, par définition, on devrait réduire la température du séchage. Donc, avec mes installations. Ensuite, on parle de toute la question de la propreté des installations, donc l'entreposage, puis un peu de tout. Là, quand il y a beaucoup de poussière, beaucoup de débris végétaux d'accumuler dans les silos, dans l'élévateur, etc.
ne faut pas oublier que le grain, quand il va passer dans l'élévateur, tout dépendant comment est-ce qu'on est organisé. Donc, si on a deux élévateurs, c'est une chose, mais si on a qu'un élévateur puis tout le grain passe par là, bien, quand il sort du champ, il passe par l'élévateur. S'il y a beaucoup de contaminants qui peuvent s'inoculer, bien, quand le grain va sortir du séchoir, bien, il va repasser dans cette zone d'inoculation-là. Puis après ça, bien, on va retourner ça dans le silo. Donc, toute saleté, tout débris peut augmenter ou euh, accentuer les risques d'un développement fongique, donc d'un développement de moisissure, puis du même coup, une augmentation de la production de toxines. On parle des grains cassés aussi. Donc, normalement, un grain qui est entier, c'est un grain qui a quand même une certaine résistance. Mais quand le grain va se casser ou fissurer, bien, on ouvre des portes à une zone de développement qui est plus facile pour le champignon. Donc, tout l'aspect des grains cassés, les grains fissurés, ben, c'est un autre aspect qui est à faire attention quand on parle de situation où on est en présence de champignons et surtout de mycotoxines. Donc, allons directement à la gestion de la récolte. Donc, quand on parle de la gestion post-récolte, puis ça, c'est vrai pour n'importe quel grain, n'importe quelle situation, puis encore plus dans les situations où on va avoir présence de moisissure, le contrôle de la température et de l'humidité sont deux points qui sont très importants. Donc, ce qu'on ne veut pas quand on entrepose du grain, quand on stocke sur du long terme, on ne veut pas qu'il y ait de la température. Donc, on veut avoir une température qui est réduite. On veut abaisser notre température dans la masse de grain et on veut aussi abaisser la teneur en eau. Parce que quand on a de la température puis quand on a ces deux conditions-là, ben, le grain respire plus. Donc, l'activité respiratoire, ben, par définition, génère de la chaleur et de l'eau. Et tout ça va amener aussi de l'altération qui va générer souvent par des pertes. OK? Puis, on n'a pas oublié qu'à la récolte, le grain, c'est là qu'il respire le plus. OK? Donc, il est dans son activité respiratoire le plus intense. Donc, si on ne contrôle pas ces aspects-là, ben, c'est sûr que ça va dégénérer quand même assez rapidement. Donc, juste un petit rappel, puis on va décliner à partir de là les différentes étapes. Mais règle générale, quand on parle de l'impact qu'on peut avoir au niveau qualitatif, parce que ce qu'on essaie de faire quand on produit du grain, c'est de produire du grain de qualité. Donc, c'est sûr qu'au champ, bon, il y a certaines choses qu'on n'a pas de contrôle. On l'a vu cette année, puis ça a été discuté aussi avant le début de la conférence, que même si on traite, ben, des fois, les conditions ne sont pas propices. On n'est pas capable de traiter au bon moment. Le traitement, il ne sera pas efficace par rapport aux conditions qu'on va rencontrer, etc. Donc, c'est sûr que ce qui se passe au champ, bon, souvent, on est souvent tributaire de Miss Météo. Donc, c'est elle souvent qui va décider des fois qu'est-ce qui se passe. Mais quand on rencontre des problématiques, ben, c'est sûr qu'il peut déjà avoir une perte de qualité qui va se passer là. Ce qui est important par la suite, c'est de ne pas continuer cette perte-là. Donc, quand on va arriver au niveau de la récolte, ben, c'est sûr que certains ajustements vont être importants à faire au niveau de la batteuse pour justement limiter des situations qui vont amplifier des problématiques. Quand je faisais référence tantôt au grain cassé, au grain fissuré, ben, c'est sûr et certain que la vitesse de rotation du retard et l'ouverture des grilles, ben, c'est deux facteurs qui peuvent venir jouer sur la gestion des grains cassés ou les grains fissurés. Donc, des fois, juste un 100 tours minute ou un 50 tours minute peut être assez pour augmenter des fois euh, un certain nombre de pourcentages, le nombre de grains cassés. Ou pas de grains cassés, je veux dire, mais de grains fissurés. Par la suite, ben, vous allez voir que plus on manipule le grain, mais plus on sensibilise à la casse, qui va avoir après ça un impact là, sur le reste du processus. Une fois qu'on a fait ça, ben, après ça, on rentre le grain dans tout l'aspect du séchage et du conditionnement. Donc, c'est sûr qu'à partir de là, ben, si on ne fait pas attention au niveau de la gestion de la température, au niveau de plein de facteurs, ben, c'est sûr qu'on peut accentuer encore les pertes qui proviennent du champ. Donc, ça veut dire qu'on retrouve dans une situation de perte où on peut maintenir la qualité qu'on a été capable de chercher. Donc, il y a toujours possibilité c'est toujours la façon de voir est-ce qu'on travaille avec le verre à moitié plein, à moitié vide. Donc, ce qu'on veut, si on a la présence de maladies, ben, c'est sûr et certain, on va essayer de limiter l'impact puis aller chercher le maximum de la qualité qui reste dans notre champ. Donc, ça veut dire qu'au niveau du séchage, on va travailler dans cette avenue-là. Puis quand on parle d'entreposage, ben il y en a souvent qui sous-estiment cette étape-là. Mais en gros, on parle de plus de 300 jours dans l'année, là. Parce que le séchage,
mettons qu'on ne l'entrepose pas jusqu'à la prochaine récolte, là, mettons qu'on en libère au printemps puis une partie de l'été, ben, on est au moins 325 jours certains d'entreposage, contrairement dans la partie du séchage où ça va durer quelques heures à quelques jours. Donc, c'est une période très courte, la période de séchage-conditionnement. Par contre, la période d'entreposage, c'est une période qui est très longue et qui peut se passer bien des choses dans une année. Donc, encore là, donc, si on a travaillé lors du séchage à maintenir de la qualité, ben, cette qualité-là peut se perdre au niveau de l'entreposage, au même titre que si j'ai mal travaillé, ben, le grain, on peut en reperdre encore. OK? Donc, il faut juste savoir c'est où qu'on se situe dans ça à la fin de l'année. Est-ce qu'on a bien fait nos choses ou pas? Donc, puis cet aspect-là est autant qu'on ait une maladie ou pas, donc on peut générer des pertes tout au long du processus. Donc, chaque étape est importante pour travailler, puis il y a des choses qui sont très importantes à respecter. Quand on parle donc de la récolte et du séchage, donc si je reviens sur ces aspects-là, donc je vous emmène un peu du risque, surtout dans le contexte de la saison qu'on vit actuellement. Donc, au niveau de la récolte, ben, c'est sûr que je vous ai parlé un peu de l'ajustement de la batteuse, puis toute la question de la manipulation et de la manutention. Si nos ajustements de batteuse, donc faire attention à ces aspects-là pour limiter l'aspect de fissuration. Et parce que quand on va rentrer dans l'aspect de transport d'une zone, d'une place à une autre, d'une étape à une autre, ben, c'est sûr qu'on augmente la manipulation, on augmente la manutention qui fait qu'on augmente les risques de fissuration. Un autre point, là, je ne l'ai pas encadré, mais je devrais l'encadrer en rouge, là. Cette année, le défi va être le défi de la gestion pré-séchage. Donc, quand je parle de la période pré-séchage, je fais référence à la période d'attente. Donc, en attente de séchage, on sort du champ, on attend de sécher, puis après ça, on passe au séchage. Dans cette période-là, compte tenu que si on rencontre la présence de moisissures dans les différents champs de maïs, ce qui va être important, ça va être de limiter au plus à 24 heures sans ventilation. Ça veut dire que je ne veux pas que mon grain reste plus que 24 heures sans ventilation en attente de séchage. Fait que selon le débit de chantier, si les batteuses vont trop vite par rapport à ma capacité de séchoir, il peut se passer un goulot d'étranglement qui va faire en sorte qu'on peut augmenter la contamination de la toxine par la prolifération des champignons. N'oubliez pas que le grain n'a pas été encore séché. On le sort du champ, il est rempli d'inoculum. La moisissure est là. Le grain il est chaud, il est humide. Conditions idéales pour le développement de la moisissure et l'augmentation de la toxine. Donc, ce qu'on veut, c'est vraiment s'il est plus que 24 heures, on veut le stabiliser, on veut contrôler toute l'activité qui est à l'intérieur du grain. Donc, c'est faire bien attention. Puis encore là, si le grain se met à chauffer, donc à monter en température dans les silos d'attente, ben, ça augmente sa sensibilité à la chaleur. Puis ça, c'est vrai même s'il n'y a pas de toxine. Donc, le fameux principe qu'on doit laisser le grain chauffer pour ça va faciliter son séchage, c'est pas du tout vrai. C'est plutôt l'inverse. Si on le laisse chauffer dans le silo, on a plus de risques de créer des problématiques au niveau du grain, donc par rapport à la chaleur. Donc, on devrait réduire notre température dans ces conditions-là. Et si ventilation est, le débit devrait être de 1,5 CFM boisseau. On devrait être en débit de ventilation séchante et non des ventilations plus basses que ça va accentuer la problématique parce qu'on va augmenter la respiration cellulaire qui va augmenter la température puis il va augmenter la présence d'eau. Donc, on n'a aucun avantage donc, à faire ça. Tout si on met de la ventilation, c'est vraiment avec des débits de ventilation séchante pour vraiment commencer à arrêter le processus de réchauffement de la masse de grain. Donc, on veut la stabiliser, puis pour ça, ça prend du débit de ventilation. Fait que si on met de la ventilation sur un silo d'attente, ça prend un bon débit de ventilation. Et le dernier point, ben, lors du séchage, ben, c'est sûr que l'utilisation de sources de chaleur va avoir certaines conséquences. Donc, des températures élevées, bon, on parle d'échauffement. Donc, ça veut dire que si on a une sensibilité, ben, le phénomène d'échauffement est là. Puis quand on parle du phénomène d'amplification de la fissuration, ben, c'est sûr que des températures en haut de 140 degrés Fahrenheit,
c'est des situations où on peut amplifier la fissuration. Donc, on parle de situation, mais c'est qu'à 140 degrés Fahrenheit, on est beaucoup plus haut que ça quand on sèche dans le maïs, mais on est en situation où les fissurations qui sont créées peuvent être amplifiées par le processus de séchage. C'est plus dans ce sens-là que je le dis. Donc, si on ramène, je reviens sur ma question de la fissuration, donc on voit que le nombre de manipulations, donc dans les différentes étapes de manutention, va amener une augmentation du risque de cassure et de fissuration. Parce que dans certains cas, dans certaines littératures, on parle même que le maïs, dans certains cas, peut aller jusqu'à 20 fois au niveau de la manutention, donc passer de la batteuse au grain car, à la vanne, à l'élévateur, etc., etc. Donc, on le manipule plusieurs fois. Puis chaque manipulation amène un peu un risque au travers de ça. Puis quand on regarde l'aspect de la fissuration, donc c'est une équation qui est très simple. Donc, on parle au niveau du séchage de l'expansion-contraction. Donc, on monte la température, le grain prend de l'expansion. Après ça, quand on va le sécher, il va contracter. Donc, l'enveloppe est soumise à beaucoup de force. Donc, s'il y a déjà des fissures, on va les amplifier. Donc, si à ça, on ajoute les manipulations, ça va avoir cet impact-là. Fait que quand on y va, puis on a connu dans les années subséquentes, là, on a connu des années où on a dû récolter du maïs qui était très humide. Donc, il y a eu un peu cet effet-là. Donc, parce qu'un maïs humide, il va quand même être, on va créer beaucoup d'expansion, puis après ça, la contraction va venir jouer beaucoup sur l'enveloppe. Mais c'est sûr que dans des conditions comme ça, quand on rencontre du maïs qui est plus humide, au lieu de monter à température, on va avoir le réflexe inverse, c'est-à-dire de la diminuer pour sécher, pour limiter justement ces effets-là, pour limiter aussi la gestion des grains cassés dans nos silos. Donc, quand on parle du séchage, c'est sûr et certain que tout au long du processus, je l'ai dit tantôt, la gestion de la température est quelque chose qui va être très important. La fluidité de l'écoulement au niveau du grain aussi, parce qu'on ne veut pas avoir des ponts ou des zones non séchées qui vont se passer, surtout que si on a présence d'inoculum, on veut limiter ça, on veut empêcher ça. Et la gestion pré-séchage, donc dans les silos d'attente, qui va être quand même un bon défi par rapport à cette gestion-là. Donc, tout ça dans le but d'optimiser la qualité du grain récolté. Donc, on va chercher le maximum de ce qu'on a dans notre champ on veut aller chercher le maximum de ce qu'on a là, qui est correct. Au niveau de l'entreposage, deux petits points, faire ça quand même assez simple, là, mais on va faire le tour. Juste un rappel, teneur en eau, température, deux choses qu'on ne veut pas avoir. Donc, l'entreposage de grains, peu importe le grain qu'on va avoir, c'est quelque chose on ne veut pas avoir dans le silo. Donc, on doit baisser les températures, on doit diminuer les taux d'humidité pour favoriser une bonne conservation. Fait que si on a présence de chaleur et d'humidité dans le silo, c'est l'équation parfaite pour une perte de grains, une perte d'argent, puis de l'altération ou l'altération de la masse qui va se retrouver à l'intérieur du silo. Donc, si je vous ai mis un petit graphique, beaucoup de courbes, mais ce que je veux vous montrer par rapport à ça, donc, c'est les fameuses courbes isothermes. Donc, plusieurs probablement qu'on a entendu parler et qu'on parle souvent. Donc, une courbe isotherme, c'est quoi? C'est tout simplement le taux d'humidité du grain ramené sur une échelle d'humidité relative pour savoir quand est-ce qu'on doit travailler et quand est-ce que le grain va se conserver. Donc, c'est des courbes, dans le fond, qui vont servir pour l'entreposage de tout produit alimentaire quelconque, que ce soit des grains, des légumes, des fruits, peu importe. On travaille beaucoup avec ces courbes isothermes-là. Et au travers de ces courbes isothermes-là, vous avez les courbes de différentes réactions qui peuvent se passer lors de l'entreposage. Soit de l'oxydation, quand on parle des oléagineuses, on va parler, toute la question de l'activité enzymatique, le développement des moisissures, des levures, des bactéries. Donc, quand on parle de conservation, c'est sûr et certain qu'on vise des zones où ce que l'humidité va être suffisamment basse pour ramener ou limiter le développement des moisissures. Donc, même si j'ai de l'inoculum, mais les conditions ne sont pas favorables à son développement, je n'aurai pas de problème. Je vais pouvoir quand même conserver mon grain sans aucun problème. Et quand on parle de la courbe au niveau de l'activité de l'eau qui va se passer pour le développement de ces mécanismes-là ou de entre autres des moisissures, on n'a qu'à multiplier par 100 l'activité de l'eau, puis ça nous donne l'équivalent en humidité relative de l'air. Donc, ici, quand on parle de conservation,
de ventilation quand on a fini le processus de séchage et de refroidissement. On parle d'une ventilation de maintien qui va tout le temps être dans des zones secs, c'est-à-dire entre 50 à 60 d'humidité relative. Donc, c'est ce qu'on vise pour le reste de l'année. Fait que les 320, 325 jours qui nous restent, normalement, la ventilation ne devrait pas démarrer sur le ventilateur si les conditions ne sont pas dans cette zone-là. Donc, si on regarde ça d'un point de vue par saison, donc au niveau de la conduite de la ventilation, fait que c'est sûr que là, on a séché, le grain il a atteint son niveau d'humidité pour se conserver. Donc, dans le cas du maïs, on parle à peu près de 14 %. Donc, ici, on va parler d'abaisser progressivement la température durant l'automne dans le silo pour l'amener aux alentours de 5 degrés Celsius pour éviter justement qu'il y ait développement. Donc, on va travailler sur plusieurs aspects, donc sur le contrôle de l'humidité, donc le contrôle de l'eau et le contrôle de la température pour empêcher le développement des moisissures. Et en même temps, c'est sûr qu'on l'amène proche de zéro, donc en 0,5 degrés. Donc, on n'a pas besoin de geler la masse de grains. Juste la descendre en 0,5, c'est suffisant. Et on va réaliser, donc, quand on a séché, on va réaliser, dans le fond, un changement d'air une à deux fois par mois, à peu près 2 à 4 heures, tout dépendant du débit de ventilation que j'ai. Mais c'est à peu près ce qu'on a besoin à faire. Donc, une fois que le grain il a été séché, refroidi, on va donc refroidi post-séchage. Ça veut dire que quand il va sortir du séchoir, il est à une certaine température, donc on va l'amener à température ambiante. Puis par la suite, on va travailler progressivement à baisser durant toute l'automne la température du silo et à faire des cycles de ventilation pour être capable de maintenir les conditions d'entreposage. Quand on va arriver au niveau de l'hiver, c'est sûr qu'on va faire le même principe, donc faire des changements d'air une à deux fois par mois. Souvent, je vous dirais que durant l'hiver, des fois, ça va aller une fois par mois, des fois une fois par mois et demi, là, parce que les conditions, des fois, sont moins changeantes durant l'hiver. Même principe, encore là, selon le débit de ventilation. Quand il va se produire des réchauffements de température extérieure, donc souvent quand la température va monter en haut de 5 degrés Celsius, qui est notre 5 degrés qu'on a dans le silo, c'est sûr et certain qu'on va faire attention de ne pas ventiler durant ce redout-là. On va vérifier, on va porter une attention régulière sur la température du silo, donc s'il y a des augmentations. S'il y a une augmentation de température, on ne se pose pas la question, on ventile. Sinon, on ne touche à rien. Puis quand la température froide revient, là, on trouve des périodes propices, puis on va changer l'air qui est dans le silo pour garder nos conditions d'entreposage. Puis quand on va arriver au printemps puis à l'été, c'est sûr qu'on va continuer toujours la gestion des changements d'air parce qu'on va garder les conditions d'entreposage propices au maintien d'une bonne entreposage. Plus on est capable de garder longtemps possible la fraîcheur dans le silo, on va le faire. Et progressivement, quand la température extérieure va tendre à se réchauffer, on va ventiler pour maintenir la température de la masse de grain à environ 5 degrés plus bas que l'air extérieur sans dépasser 15 degrés, 10 à 15 degrés dans le silo. Donc, 15 degrés, c'est vraiment dans les parties les plus extrêmes durant l'été quand il y a grosses chaleurs. Fait que normalement, on va dire que normalement, la masse de grain va être au maximum 15-20 degrés durant l'été, dans les grosses chaleurs. On ne veut pas faire rentrer de la chaleur, on veut garder plutôt de la fraîche pour conserver. Donc, un grain qui est à 14 d'humidité à 15 degrés Celsius peut se conserver des mois comme ça. Puis en période d'été, on est à la fin du processus d'entreposage, donc on est quand même dans des zones très sécuritaires. Donc, en résumé là-dessus, donc ce qu'il faut considérer, toujours ventiler par temps frais et sec. Je l'ai dit tantôt, 50-60 d'humidité relative. On essaie de ne pas dépasser ça. Inspecter régulièrement nos silos d'entreposage. Puis, le dernier point, je ne le vois pas à mon écran, puis je ne m'en souviens plus par cœur. Ça sera pas long. C'est de ventiler si vous observez toute élévation de la température. Merci. J'ai la bande dans le bas. Donc, s'il y a une augmentation de température, donc on reste vigilant, puis on intervient s'il y a des problématiques. Donc, on est là au niveau de la gestion post-récolte. Donc, ça veut dire qu'une fois qu'on a sorti le grain du champ, là, on est en situation où il nous reste des résidus. Donc, c'est juste un rappel par rapport à des points qu'on connaît déjà, qu'on s'est fait dire, qu'on rencontre souvent ou qu'on nous rappelle souvent. Donc, quand on parle de la gestion des résidus dans le cas de la fusariose, parce que la fusariose, les rotinias, c'est deux façons différentes de travailler. Donc, au niveau de la fusariose, donc les moyens de lutte, souvent, on va parler du choix de l'hybride qui va
qui peut avoir un impact. Les points les plus importants, on parle de la rotation de culture puis le travail du sol. Donc, c'est sûr que la rotation de culture avec des cultures non hautes du champignon, ben, c'est sûr que pour essayer de couper le cycle, pour pas que la maladie se développe année après année. Et le travail du sol, quand on parle du fusariose, ben, on va parler le plus possible d'enfouissement des résidus. Donc, quand on parle du labo, ben, on parle d'un enfouissement complet versus des travails réduits où on parle d'un enfouissement qui est plus partiel. Fait que c'est sûr que si on est en situation de travail réduit, donc dans nos processus de travail du sol, ben, on va devoir faire attention, donc prolonger nos rotations avec des cultures non hautes pour s'assurer d'éliminer le plus possible le cycle de l'inoculum, donc essayer de l'éliminer le plus possible. Puis après ça, ben, toute la gestion de la récolte par rapport à la période et la perte au battage, ben, c'est sûr et certain que quand je parle des pertes au battage, souvent, des fois, quand on a présence de fusarium, souvent, ça va affecter le grain. Le grain va être plus léger. On va avoir tendance, souvent, des fois, à augmenter la ventilation pour essayer de sortir ces grains-là pour ne pas les avoir dans le silo, donc pour ne pas les gérer puis avoir la problématique au niveau des toxines. Par contre, ça nous laisse de l'inoculum au champ, donc encore plus important à gérer de ce côté-là. Donc, selon ce qu'on fait, dans certains cas, il y en a qui le sortent, ils vont cribler avant d'entreposer justement pour sortir ces grains qui sont plus petits, qui sont plus affectés par le champignon. Donc, ça peut être des stratégies qui sont différentes, mais ce qui est important, c'est que si on a présence d'inoculum, donc c'est sûr, on sait que l'enfouissement va avoir un impact sur le contrôle de la maladie et la rotation de culture. Dans le cas de la sclérotinia, c'est l'inverse. Donc, on parle plus d'éviter le travail du sol. OK? Donc, on veut que les sclérotes, donc les sclérotes, vont protéger le champignon durant l'hiver, l'automne et l'hiver. Ça veut dire que si on les enfouit, ben, on va juste les protéger encore plus. Donc, ce qu'on veut, c'est les laisser en surface pour que le gel vienne les attaquer le plus possible. Le soleil, le gel. Puis après ça, ben, on parle toujours des rotations de culture avec des cultures non hautes, donc qui ne sont pas sensibles à la maladie. On parle aussi de favoriser un bon espacement entre les rangs, donc ça veut dire des bonnes aérations. Garder les champs propres, choisir des variétés qui sont plus hâtives des fois pour être capable de sortir plus tôt du champ. Donc, je vous l'ai dit tantôt, la période de récolte, des fois, a une certaine importance parce que quand on arrive plus tard à l'automne, mais les conditions d'humidité sont plus présentes. Puis quand on parle d'humidité, ben, on parle de situations propices au développement des différents champignons. Puis après ça, ben, là, il y a toute la question de la gestion des traitements, mais ça, je ne rentre pas là-dedans. Il y a d'autres personnes qui sont plus ferrées que moi là-dedans. Moi, là, ça, c'est un point que je ne traiterai pas. Donc, en gros, si on résume tout ça, donc si on a présence de maladie, bon, c'est sûr qu'on va favoriser une récolte hâtive. Si on va porter une attention, je veux dire, particulière au niveau des réglages de la batteuse pour justement maximiser la qualité qu'on va sortir du champ. On parle de bien gérer la période de pré-séchage, donc en silo d'attente. Donc, je l'ai dit tantôt, on limite au maximum à 24 heures avant séchage, sinon s'assurer d'avoir une ventilation à bon débit pour justement arrêter le processus de respiration et la production de chaleur et d'humidité pour justement l'augmentation, l'amplification du développement du champignon et de la mycotoxine. Faire attention aux températures de séchage. Donc, si le grain il a été exposé à de la chaleur, donc chauffé, il a présence de moisissure, donc il peut être altéré par la moisissure, donc il est plus sensible à la température. Donc, c'est sûr, faire attention à ce point-là. Bien gérer nos résidus de culture au niveau du champ par rapport à tout ce qui est résidus post-battage. Et le dernier point, ben, une fois qu'il est séché, donc toujours ventilé par temps frais et sec. Donc, ça représente le reste de l'année quand on parle de la conservation de nos grains. On met beaucoup d'emphase sur le séchage pour être capable de le conserver. Mais une fois qu'il est dans le silo pour la conservation, c'est important de bien travailler. Ce pas des opérations qui sont complexes, qui sont difficiles, mais qui sont très importantes à réaliser. Donc, ventiler par période, par temps frais et sec, c'est la clé du succès quand on parle de l'anthroposage long terme. Sur ça, je pense que j'ai fait le tour. Je ne sais pas ça fait combien d'heures que je parle, mais sûrement que j'ai dépassé mon temps. Non, pas Non, si pire. non, tu rentres dans les Ouais, temps. C'est parfait. très Je bien. pensais, je pensais que j'avais dépassé mon temps. Mais en tout cas, sur ça, je vais. Super. Ben, merci beaucoup, Nicolas. Est-ce qu'il y avait des gens qui avaient des questions par rapport à la conférence que M. Saint-Pierre vient de faire?
C'est ton bon micro, signe. Sylvain. Je voulais lever ma main, là, Ah, mais OK. excuse-moi. Ben, merci pour la présentation. Bien intéressant. Une petite question, là. Inoculum de fusariose là, Oui. pour le maïs. Est-ce que ça te prend un producteur qui fait lui-même ses rotations ou si c'est vraiment là, l'inoculum peut venir des voisins ou bien de quelques kilomètres? L'inoculum peut venir des environs parce que, ben, mettons, je parle, il y a un champ de blé à côté, là. Mettons qu'il y a un champ de blé à côté puis il y a de la fusariose, c'est sûr que l'inoculum peut se déplacer par le vent. OK? C'est quand même assez limité, là. On ne parle pas de beaucoup de kilomètres, de beaucoup de kilomètres, là, mais un champ adjacent qui a de la fusariose, ben, peut venir amener de l'inoculum dans le champ. Fait que s'il y a beaucoup de résidus qui est déjà présent, ben, ça peut être une situation qui peut augmenter le risque. OK. Ben, je vais en poser d'autres. Mylène, y avait d'autres questions? Il n'y en a pas dans le chat, puis je vois pas de main levée non plus. Fait que soit que j'ai. C'était très, très clair. C'est soit que c'était très clair ou j'ai élevé trop d'interrogations que. Moi, je vais en refaire un autre dans le temps que le monde passe. Nicolas, Oui. tu as fait les moments là, avec, je te dirais, là, la présence de maladie dans le champ, puis après, dans Oui. l'entreposage, séchage. Oui. C'est où le. Comment je pourrais dire ça, là? Ça casse comment? Là? On a-tu un pourcentage là, à 50 là, qu'on est capable de contrôler au séchage ou l'entreposage? On va-tu augmenter ou diminuer à l'expérience que tu as? Là, ça fait quoi bien souvent là, durant l'année? Normalement, mais la toxine, là, si mettons, je sors une toxine du champ, elle, je ne peux pas changer. Le portrait, il est là, je ne peux pas le changer parce que la toxine est produite, elle est présente, puis je ne peux pas l'éliminer. Il y a des façons de la réduire. Quand on parle d'alimentation, c'est-à-dire on va utiliser par exemple des argiles, on va utiliser différentes substances dans l'alimentation pour essayer d'atténuer l'effet de la toxine, mais je ne pense pas qu'il y aurait avantage à mettre ça dans des silos pour la conservation. Je n'ai jamais vu ça. On les utilise beaucoup plus en alimentation. Fait que ce qui est important, c'est de limiter l'augmentation. Okay? Je vais parler plus de même. Ce qu'on veut surtout, c'est limiter l'augmentation. Puis la façon de limiter l'augmentation, c'est le contrôle de la température et de l'humidité dans toutes les étapes. Fait que ce qu'on ne veut pas, c'est qu'il y ait de la température et de l'humidité, surtout lors de l'entreposage. On s'entend que dans le séchage, on va utiliser la température pour sécher. Là. Mais ce que je veux dire, c'est que lors de l'entreposage, lors de la période d'attente, donc dans le silo d'attente, ben, si le grain il se met à chauffer là, donc on augmente le potentiel de prolifération du champignon. Parce que quand on le sort, ben, c'est sûr qu'on sort de l'inoculum, on sort du fusarium avec le grain. Fait que quand lui est présent, tout ce qu'il veut, c'est de la chaleur et de l'humidité pour se développer. Fait que ce qu'on veut, c'est limiter ça dans toutes les étapes. Fait qu'à partir de là, c'est le contrôle par la ventilation qui va aider tout. C'est-à-dire d'avoir des bons débits de ventilation, des bonnes pratiques en lien avec la ventilation. Si on respecte ça, normalement, on n'aura pas d'augmentation. Puis c'est quelque chose qui doit se faire rapidement. C'est-à-dire, entre la sortie du champ puis la gestion après séchage, ça doit se faire le plus court possible. Si on prolonge ce temps-là, on augmente les risques. Je vois qu'on a une question. Oui. Là-dessus. Au niveau, si on fait un bon criblage, là, mettons qu'on a un taux de toxine qui est trop élevé, là, Oui. au-dessus de 2 ppm dans le maïs, et puis est-ce que passer le grain au cribleur peut faire une bonne diminution? C'est vraiment léger comme Ça diminution. peut aider. Donc, le fait que le grain qui est touché va être plus léger, ben, souvent, on va être capable de le sortir. Donc, oui, dans ce cas-là, si on sort le grain, ben, on va sortir aussi l'effet de la toxine. Les grains cassés vont sortir Les aussi. grains cassés aussi, parce que les grains cassés, bon, c'est des facteurs de multiplication. Parce que on va venir offrir un milieu de croissance idéal pour le moisissure. Donc, si on sort les grains cassés, les grains qui sont déjà fusariés,
ben, c'est sûr qu'on vient réduire automatiquement l'impact qu'on a dans le silo quand on entrepose. On voit des escomptes assez élevés là, dans le blé cet automne. C'était assez intriguant là, de voir comment est-ce que un blé à 6 ppm se faisait couper 100 pièces la tonne. C'est-tu justifié Là, par exemple, ça, je pourrais pas me prononcer, je ne sais dans pas. ton domaine? Ben, tu sais, au même titre qu'on pourrait se poser des questions par rapport à quand on se fait couper par rapport au taux d'humidité, quand on a juste 0,5 par rapport à une limite, ou etc. Donc, c'est toute la gestion de la commercialisation en lien avec le centre de grain. Fait que ça, c'est sûr que c'est un peu difficile de se prononcer là-dessus. C'est vraiment les centres de grain qui devraient peut-être plus justifier d'où sur quoi ils se basent pour faire les coupures. Là. Mais moi, je pourrais pas me prononcer là-dessus. Je n'ai pas l'information pour me prononcer là-dessus. Je vois que M. Ridel a une question. Enfin, j'en avais deux. Oui. La première, les chartes d'équilibrium pour la ventilation, Oui. est-ce que d'une variété à l'autre, ça pourrait changer? Est-ce qu'il y a des paramètres qui pourraient faire que ce soit différent? Puis la deuxième question, c'est quand on fait le séchage, admettons qu'on augmente la température, est-ce que ça pourrait neutraliser certaines toxines? Non, pas assez. La température ne monte pas assez haut pour neutraliser les toxines. On devrait aller dans des températures beaucoup plus hautes quand on parle de plus de 300 degrés Fahrenheit. Là. Fait qu'on n'est pas dans les températures pour neutraliser les toxines quand on sèche. Puis pour la question des chartes d'équilibre au niveau de la ventilation, il ne faut pas oublier que ces chartes-là, en fonction des hybrides, il y a des petites variations, mais ça reste quand même les chartes. OK? Une charte reste quand même un modèle théorique. OK? Donc, ça nous donne plus une indication des paramètres qu'on doit contrôler pour être capable d'arriver à ce que je veux faire. Donc, il peut y avoir des petites variations d'un hybride à l'autre, mais pas assez pour dire qu'une charte ne marche pas pour l'hybride que j'ai. Ça nous donne vraiment une ligne directrice de la façon que je dois travailler. Puis, est-ce qu'il y a des algorithmes qui sont faciles qui permettraient de mettre ça sur une feuille Excel puis générer des. Oui, ben, les équations existent à chaque année. Les équations sont publiées via différentes revues scientifiques. Puis on va, à partir de ces équations-là, on peut les rentrer dans des modèles mathématiques, donc dans des feuilles Excel, puis on est capable de calculer, même on les a sur Internet. Des fois, on n'a même pas besoin de chercher de le rentrer dans Excel. On a des petits calculateurs sur Internet qui nous permettent de rentrer la température, l'humidité relative de l'air versus le type de grain que j'ai. Puis on va nous donner une correspondance. Donc, c'est tout déjà disponible sur Internet, ces différents paramètres-là au niveau des calculs là, de l'équilibre au niveau des chartes hygroscopiques. Je continue à creuser ma question. Enfin, je suis en train de m'installer un silo à air forcé, donc la pression atmosphérique va être plus élevée Oui. grâce à la force des moteurs. Donc, Oui. ça, est-ce que ça change quelque chose parce qu'on change de pression atmosphérique? Quand on parle de par ventilation, on appelle ça de la ventilation séchante, donc à air forcé. Cette ventilation-là, dans le fond, le fait que l'air va passer, va se comprimer, va se réchauffer. En se réchauffant, va baisser le taux d'humidité relative. C'est ce qui va permettre de favoriser un meilleur séchage par ventilation. OK? Mais il faut quand même, c'est un processus qui fonctionne très bien. On a dans des systèmes à air forcé, même avec des ventilations moins puissantes, on est quand même capable de sécher du grain quand on respecte les courbes, les équations correspondant au niveau des courbes isothermes. Ce qu'il faut comprendre, c'est un processus qui est plus lent que la chaleur. J'ai une charte là, qui l'explique bien, là, mais là, je ne l'ai pas présentée. Là. Mais quand la température est plus basse, c'est sûr et certain que sécher à des températures à 80-90 degrés Celsius va faire en sorte que la capacité de l'air d'aller chercher de l'humidité est plus grande que quand tu es à 20 à 20 degrés Celsius. Donc, c'est un processus qui fonctionne très bien, qui est plus lent, mais qui doit être, par exemple, bien contrôlé en fonction
l'isotherme là, du produit que je cherche. Ouais. Parfait. Euh, Est-ce que tu avais terminé, Jean-François? ouais, ben, j'aurais peut-être demandé où sont ces sites qu'on peut consulter pour avoir des calculateurs là, pour. Si vous cherchez sur Google calculateur EMC, là, Equilibrium Muscle Continent, vous allez être capable d'avoir, ils vont vous en sortir une multitude là, de sites ou de calculateurs. Il y a même des feuilles Excel qui existent aussi, là. J'avais mis sur le site la fédération des chartes pour les différents grains là, de 0 à 30 degrés Celsius, de 42 à 90 d'humidité relative, la correspondance. Ça veut dire qu'on sait, par exemple, que s'il fait 25 degrés à 70 d'humidité relative, ça équivaut à un maïs, par exemple, à 30 d'humidité. Ces chartes-là, je les ai mis déjà sur le site de la Fédération. Fait qu'il y en a, il y en a partout de ça, là. OK. J'ai écrit calculateur EMC, puis le troisième, ça en est un qui sort. Il y a le Advanced Grain Management, puis c'est assez facile à Il y en a, il y comprendre. en a sur plein de compagnies qui font des produits de contrôle d'automatisation dans les silos, si on parle, il y en a plusieurs. Parfait. Étienne, je vois que tu avais une question. Oui, dans le fond, j'allais rebondir sur la question de François Guy là, au niveau des escomptes, mais juste avant ça, vu que tu viens d'en parler, Nicolas, là, il y a également une présentation sur l'entreposage et le séchage qu'il y avait déjà fait par le passé, Ouais. là, en 2019. On s'en rappelle tous là, cette année-là, donc qui est présente également. Donc, il y a, en plus de la présentation qui est en PDF sur le site des PGQ. Donc, si on s'en va sur la page d'accueil, on va dans mise en marché, on va dans normes et qualité des grains. Elle se retrouve là, la présentation et la conférence. Pour ce qui est de la question de François Guy, là, au niveau là, des escomptes, c'est la première fois que j'entends parler de 60$ d'escompte pour un 6 ppm. Là, non, c'était 100$, tu m'avais dit. Il me semble, dans un CA, on avait parlé à peu près là, d'un escompte de 10$ par ppm. 100$ pour 6 ppm, ça m'apparaît exagéré. Par contre, là, au niveau des règlements, il n'y a rien qui stipule c'est quoi une bonne escompte, une mauvaise escompte. Donc, c'est vraiment d'année en année. Évidemment, normalement, dans le guide des bonnes pratiques, l'acheteur doit te demander, en fait, te dire, bon, ben regarde, c'est ça mon escompte, est-ce que ça te convient ou pas? Puis là, c'était à toi après ça de dire est-ce que je l'accepte ou pas. C'est sûr que, tu sais, en pratico-pratique, payer les frais de transport pour leur shipper à quelque part d'autre alors que tu sais qu'il est à 6 ppm, c'est rarement payant, là. Donc, c'est ça la réalité. Par contre, là, moi, de ce que j'ai entendu un peu partout, ça me semble un peu exagéré le cas échéant. Par contre, la situation actuelle fait que essayer de mélanger, d'essayer d'avoir un bon équilibre, d'avoir quelque chose qui est viable pour les céréales dans un contexte où des toxines, il y en a partout. C'est sûr que c'est un vrai casse-tête pour les acheteurs et ça explique pourquoi c'est plus élevé cette année que des années normales. Par contre, ça, sous toute réserve, je pense que ton 100$ était exagéré. Mais évidemment, je ne connais pas leur situation à eux, là. Ça dépend vraiment d'un acheteur à l'autre. Merci pour la précision, Étienne. François, tu avais une autre question? Oui, bon, au niveau de la prise d'échantillon dans un camion, là, on regarde comment ça se fait, les tests de toxines, puis il se retrouve à peu près 10 à 20 grains de maïs pour faire un échantillon de toxines dans un camion de 40 tonnes. C'est que, tu sais, ça devient un petit peu frustrant quand tu vois que tu déclasses, mais tu refais un autre échantillon, puis t'es correct. Cette prise d'échantillon-là, et je trouve que c'est pas toujours représentatif du camion. Donc, Je ne c'est sais pas plus si tu un veux répondre à commentaire. ça, Étienne. Effectivement, je pense que moi, c'est plus dans ma corde. Effectivement, là, tout dépend de la façon que l'acheteur a fait la prise d'échantillon initialement. C'est sûr que
le hasard peut faire en sorte que, bon, les grains qui sont ressortis étaient tous dans la même région et donc là, la représentativité du grain fusarié est ressort plus à l'échantillonnage, mais normalement, il faut que l'acheteur fasse une prise d'échantillon représentative. Il y a des guides au niveau de AAC, ce n'est pas des normes, là, mais c'est vraiment des guides qui disent comment et où piquer dans un camion. C'est sûr qu'on le sait là, qu'en pratico-pratique, c'est rarement fait dans les règles de l'art, là. Donc, dans ces cas-là, tu peux. C'est sûr que bon, redemander un échantillonnage, des fois, il est trop tard, là, des fois, il est déjà déchargé. Mais tu sais, ça peut faire, comment dire, un des bons conseils que j'aurais à te donner, ça serait de garder un échantillon, toi, de ton côté. Puis après ça, quand il y a un cas exagéré, là, où vraiment, là, par exemple, tu n'as aucun ppm, puis lui en détecte 6, ben là, tu peux dire, à ta peu, là, moi, j'ai pris un échantillon de mon côté, comment t'expliques ton 6? Puis après ça, c'est de la négociation avec l'acheteur. Donc, c'est sûr que l'échantillon qui devrait être gardé, c'est celui que l'acheteur fait. Par contre, dans des cas où il me semble avoir une exagération du côté de l'acheteur, mais ça fait un moyen de pression pour dire à ta peu, là, je pense que tu exagères dans ton classement, là. Parfait. Est-ce qu'on avait d'autres questions? Plus de main levée. Bon, ben, je pense que ça fait le tour. Donc, merci beaucoup, Monsieur Saint-Pierre, pour la Si des présentation. fois il y a d'autres questions, ben, tu pourras me les envoyer par courriel si des fois il y a Parfait. des questions qui surviennent par la suite d'écoute, d'autres écoutes, là. Des fois, il y a des Super. questions, mais si je suis capable d'y répondre par courriel, ben, je te répondrai à la question. Parfait. Bon, ben, c'est super. Donc, ça va être le temps de passer à la présentation d'Étienne. Donc, Étienne, je ne sais pas si la présentation est nécessaire. Les gens doivent te connaître un petit peu. Donc, agent d'information sur les marchés, travaille aux producteurs de grains du Québec. Donc, voilà, je laisse Oui, bon, continuer. ben, yes. Donc, je suis au PGQ depuis 2015. Donc, c'est mon premier emploi depuis je suis sorti de l'école après ma maîtrise là, en agroéconomie sur la gestion et la perception des risques chez les producteurs. Et j'avais également là, fait un projet là, sur 3 types de production, dont les grains. Et il y a certaines personnes ici là, que j'ai interviewées lors de ma maîtrise. Donc, voilà. Aujourd'hui, je vais vous parler plutôt des marchés. Donc, vraiment, là, qu'est-ce qui se passe au niveau de la récolte 2023? Je vais faire un portrait assez général. On va voir vraiment l'offre et la demande de grains aux États-Unis. Après ça, on va voir le côté international. Et après ça, on revient sur le marché local, voir qu'est-ce qui s'est passé pour la récolte 2023. C'est principalement concentré sur maïs, soya, mais on va aborder un peu le blé à certaines occasions. Et d'ailleurs, j'en profite également là, pour dire que si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'interrompre, ça me fait plaisir. Puis honnêtement, le côté le plus intéressant de ma présentation, c'est pas tant ce que je vous présente, mais c'est quoi vos questions que vous avez sur les marchés, puis quelle connaissance que j'ai qui peut vous aider dans votre mise en marché. Donc, on va commencer tout d'abord avec l'offre et la demande de grains aux États-Unis. Donc, on va commencer. Oh, et le clavier est sensible. Donc, on y va avec les superficies. Qu'est-ce qui s'est passé au niveau des superficies? Qu'est-ce qu'on a ensemencé aux États-Unis? Il y a eu plusieurs modifications, notamment dans le dernier rapport de septembre, là, où on a vu là, une augmentation assez surprenante des superficies de maïs. Donc, on se retrouve avec des superficies de 14,9 millions d'acres de maïs, alors que lorsqu'on regarde les dernières années, c'est très élevé. C'est quand même proche de 2021, mais n'empêche, là, quand on se rapproche du 95 millions d'acres, là, c'est énorme comme impact sur la quantité de grains que les États-Unis peuvent produire. Ensuite, pour le niveau du soya, ben là, c'est sûr que là, c'est une baisse qui était très imprévue lorsque ça a été dévoilé là, à la fin juin. Donc là, des superficies assez basses de 83,6 millions d'acres, alors que aux États-Unis, on a des stocks assez bas. Donc, c'était assez surprenant. Et le blé qui a fait une remontée assez impressionnante, mais demeure quand même là, à des faibles niveaux historiques. Et ce qui fait en sorte qu'on a un total de 228 millions d'acres, ce qui est très élevé.
qui est quand même pas très, qui est pas très loin du record historique, qui de mémoire est aux alentours de 230-231 millions d'acres. Donc, beaucoup de grains ensemencés cette année. Mais évidemment, la production, ça dépend de deux facteurs, ce qui est ensemencé et c'est quoi le rendement. Et donc là, cette année, on a un rendement du maïs qui est tout à fait convenable, voire même un peu décevant, mais quand même qui est franchement inférieur à ce qui était estimé en début d'année récolte. Pour ceux qui se rappellent, là, l'OSDA tablait pour un rendement de 181 boisseaux à l'acre, là. Donc, on est très loin de ça présentement. Donc, des productions qui sont inférieures à ce qui était estimé et qui, au total, malgré le fait qu'on a des très bonnes superficies, revient à un niveau là, tout à fait convenable. Donc, on franchit la barre psychologique des 15 milliards de boisseaux cette année. Au niveau des exportations, ben, on voit que, il y a eu un certain chambardement là, au niveau des marchés internationaux. Je ne parle pas juste de la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine, mais je parle bien vraiment de l'arrivée du Brésil au niveau du marché du maïs. Donc, le Brésil, on le connaissait pour étant vraiment le joueur dominant au niveau du soya, mais le maïs, c'est la première fois depuis quelques années qui est le premier exportateur mondial de maïs au monde, détrônant les États-Unis. Et là, on voit que c'est à quoi ça ressemble comme impact, mais on voit vraiment des estimations qui sont à la baisse. Donc, on voit que 2022-2023, ça a été très difficile. Un des impacts importants qu'il y a eu pour 2022-2023, il faut quand même se remémorer il y a un an. Le fleuve du Mississippi était à son creux historique et ça l'a empêché les États-Unis d'exporter lors d'une fenêtre très importante au niveau de l'exportation. Donc, ça allait laisser la place à d'autres joueurs d'embarquer. Et lorsque les États-Unis ont pu rembarquer sur le marché, ben, le maïs brésilien était disponible et en quantité abondante, ce qui a fortement affecté les capacités d'exportation américaines. Donc là, en ce moment, on n'est pas encore là, mais on s'en rapproche très dangereusement. Donc, pour l'instant, les estimations sont quand même assez conservatrices, mais si le fleuve du Mississippi se retrouve plus bas encore, ben, on pourrait tabler pour un scénario assez similaire à 2022-2023. Au niveau des stocks de fin, ben là, c'est là le grand changement cette année. On a une très bonne production avec des exportations qui sont moindres. Au niveau de la consommation d'éthanol, ça reste quand même relativement semblable là, aux dernières années, peut-être même une légère augmentation. Mais ce qui fait au total que les stocks de fin devraient augmenter de manière significative et le ratio des stocks par rapport à la demande, grosso modo, qu'est-ce qui nous reste par rapport à la demande qu'on a? Ben, est en augmentation. On revient aux années où les stocks de maïs étaient suffisants. Donc, depuis la pandémie, on est habitué à des taux des ratios assez faibles. C'est de 8, 9, 10 on va voir même 11 pour 2022-2023, mais là, cette année, c'est des ratios qui montrent qu'on va avoir des stocks assez suffisants de maïs aux États-Unis. Au niveau des prix, voici le contrat de décembre 2023 pour le maïs. Donc, on a une certaine augmentation. Vous avez euh, le pointillé qui devrait être un petit peu plus à la gauche. Désolé, j'ai oublié de le modifier, qui est la guerre en Ukraine. Donc, on a une explosion des prix au niveau du contrat de décembre. Par la suite, bon, on tablait pour une bonne récolte. On se rappelle l'année dernière, par la suite, la récolte, ben, finalement, n'était pas si bonne que ça. Les marchés se sont redressés. Et là, par la suite, la bonne récolte au Brésil est venue plomber les marchés. Et ensuite, certaines variations, mais là, on est tablé vraiment en dessous du 4,90, qui est le prix estimé par l'USDA. Donc là, présentement, si ma mémoire est bonne, le contrat à terme est à 4,86 $. Donc, on n'est quand même pas si loin, mais il n'empêche qu'en ce moment, le contrat de décembre est en dessous de la valeur estimée par l'USDA. Mais ça, c'est le prix moyen pour toute l'année. Au niveau des superficies de soya, donc, on a des rendements qui ont été plus conservateurs au niveau là, du rendement du soya. Donc, au départ, en mai, on prévoyait là, le rendement record de 2021-2022. Finalement, la saison n'a pas été à la hauteur. Et donc, on se retrouve avec un rendement de 50,1 boisseaux, alors que
pour le soya. Au niveau des superficies, comme je l'ai dit, on se retrouve avec des superficies quand même assez faibles par rapport aux dernières années, qui nous ramènent quasiment là, aux années là, de début de la guerre commerciale avec la Chine. Donc, avec une production qui est, somme toute, satisfaisante, même un peu décevante, je vous dirais, là, est autour de la moyenne, voire en dessous. Au niveau de la trituration, ben ça, c'est ça qui était très important au niveau du soya dans les dernières années, c'est la forte augmentation de la trituration aux États-Unis. Le président Joe Biden a fait des programmes très incitatifs au niveau là, de la transformation d'huile de soya pour le diesel renouvelable. C'est pas juste l'huile de soya, mais n'empêche que c'est un des principaux moyens de produire de l'huile, c'est l'huile de soya, ce qui fait en sorte qu'il y a une très bonne trituration aux États-Unis, malgré le fait que les cibles qui étaient établies ont été inférieures aux attentes, mais n'empêche que ça donne un bon signe comme quoi qu'il y a de plus en plus de soya américain qui est transformé localement, ou devrais-je dire nationalement. Au niveau des exportations de soya, ben là, c'est un peu la même tendance que pour le maïs. Le Brésil a de très bonnes récoltes depuis les années de pandémie, même voire avant. Mais là, ça affecte dangereusement les exportations américaines. Et, et ajouter par-dessus le fait que la guerre commerciale avec la Chine est toujours d'actualité, même si on en parle un peu moins, là, les tarifs à l'exportation sont toujours actifs pour la Chine. Donc, le soya brésilien a un certain avantage comparatif par rapport aux États-Unis et ça se reflète avec le niveau des exportations qu'on voit présentement. Au niveau des stocks de fin, et là, c'est là que c'est quand même assez détonnant par rapport au maïs, c'est-à-dire que les stocks demeurent très faibles. Donc, on se rappelait que pour le maïs, un niveau serré, c'était à 8 et 9 environ, en bas du 10. Mais pour le soya, on coupe quasiment de moitié. Là. On est plus autour du 5 et ça, d'année en année. Et ça, c'est grâce à la trituration locale aux États-Unis. Euh, pour 2022-2023, les stocks sont sortis vendredi passé. C'est en légère augmentation, ce qui a vraiment déstabilisé les marchés. Mais honnêtement, ça semblait vraiment d'une correction baissière exagérée parce qu'on parle vraiment d'une augmentation de 18 millions de boisseaux. Donc, c'est pas ça qui va vraiment changer le bilan au complet là, pour 2022-2023. Donc, on va avoir des stocks serrés de soya pour 2023-2024. Ça, c'est assuré. Au niveau des prix, juste tasser un peu les visages, parfait. Donc, on voit un peu le même principe que pour le maïs, c'est-à-dire la guerre commerciale qui a eu un impact, oui, un peu haussier, mais n'empêche quand même assez limité par rapport aux autres grains parce que l'Ukraine n'est pas un grand exportateur d'oléagineux. Ensuite, une baisse au niveau des prix due à la bonne récolte. Après ça, un maintien. Ensuite, une baisse des prix lorsque la bonne récolte brésilienne est arrivée sur les marchés. Par la suite, une correction haussière, surtout avec l'apparition des données de l'USDA qui ont surpris les marchés. Et on se retrouve à un niveau de prix qui est actuellement au-dessus de la valeur estimée là, de l'USDA, c'est-à-dire à 12,90 $ le boisseau. Au niveau des contrats de blé, c'est un peu le même pattern pour les autres grains, quoique on se rappelait que pour le contrat courant, les fluctuations avaient été vraiment plus exagérées. Donc, on n'a pas atteint le 14 US le boisseau lorsque la guerre en Ukraine a éclaté, mais n'empêche qu'on a monté à des niveaux très intéressants de 11 US le boisseau. Par la suite, les bonnes récoltes russes ont fait des très bonnes pressions au niveau des prix internationaux, notamment également l'Union européenne qui avait de très bonnes récoltes, l'Australie également. Donc, tout ça a fait en sorte que le prix est devenu à un niveau quand même assez faible, à 6 US le boisseau, mais ce qui reste quand même plus élevé que certaines années qu'on a connues auparavant, là, avant la guerre commerciale. Pas la guerre commerciale, mais la guerre en Ukraine. Donc, le marché international, on n'a pas le droit, on n'a pas le choix, devrais-je dire, de parler de la guerre en Ukraine. Donc, auparavant, avant la guerre éclate, l'Ukraine était capable d'exporter environ 6 millions de tonnes de grains par mois. Depuis l'éclatement de la guerre, ça a plutôt monté à 1,5 million de tonnes au maximum dans les mois les plus, comment dire, les meilleurs mois, c'est-à-dire les derniers, là, juin, juillet, là, quand l'Ukraine a été capable de se retourner puis de vraiment optimiser ce qu'elle avait, le peu qu'elle avait sous la main. Donc, on retombait à des 1,5 million de tonnes dans ces mois-là.
Par contre, avec l'accord du 22 juillet 2022, il y a eu un démarrage quand même assez lent au niveau des exportations. Par la suite, là, quelques mois après, on était quasiment retourné à des niveaux d'avant-guerre, soit autour de 5 millions de tonnes. Puis, l'accord s'est interrompu un peu avant que l'accord puisse souffler sa première bougie. Donc, la Russie a décidé de sortir de l'accord pour plusieurs raisons. L'une d'entre elles, c'est le fait qu'elle n'a pas accès au système bancaire SWIFT qui permet vraiment une meilleure échange de liquidités. Donc, les systèmes, dès qu'on s'est sorti de là, on devient quasiment un mouton noir. Donc, c'est très difficile d'échanger des devises étrangères, notamment le dollar américain. Donc, malgré tout, la Russie est quand même capable d'exporter, mais à travers d'autres moyens de fonction. Donc, ça vient vraiment la limiter. Et le fait aussi que, ben, ils sont en guerre et ça augmente les frais de transport. Donc, la Russie juge que l'augmentation des frais de transport est exagérée et donc l'Occident devrait mettre des mesures pour vraiment atténuer les frais de transport, mais il ne semble pas comprendre vraiment comment ça fonctionne, là, une assurance au niveau international. Donc, si le risque est plus élevé, ben, c'est sûr que les frais de transport sont plus élevés. Ainsi que l'Ukraine, maintenant, on estime que l'Ukraine va être capable d'exporter 3 millions de tonnes de grains par mois en ne passant pas par la mer Noire, c'est-à-dire en exportant à travers l'Union européenne, notamment la Roumanie. Donc, à travers le fleuve du Danube, qui est capable d'aller rejoindre plusieurs pays de l'Union européenne. Par contre, comme vous entendez là, dans l'actualité, il y a plusieurs frictions qui se font avec les pays voisins, notamment la Pologne, la Slovaquie et la Hongrie qui ont, qui ont mis des restrictions au niveau des exportations de grains, quoique dans le cas de la Pologne, ça semble être réglé. La Slovaquie, ça a été réglé. Il reste juste la Hongrie là, qui fait cavalier seul à ce niveau-là. Mais euh, n'empêche que ça met des frictions au niveau là, des alliés pour l'Ukraine pour poursuivre sa guerre. Et évidemment, la Russie qui, depuis la rupture de l'accord, attaque, bombarde les infrastructures céréalières ukrainiennes. Et donc, ça, c'est des dommages qui sont importants. Je pense qu'on n'en mesure pas encore tout à fait l'ampleur des dégâts. Ça va avoir des effets qui vont durer, je vous dirais, là, selon une étude qu'on avait vue, qu'on avait lue, c'est à environ, je vous dirais, là, une dizaine d'années. Donc, d'ici au moins 2030, l'Ukraine ne sera pas capable de revenir au point où elle était avant la guerre pour certains grains. Donc, c'est des dommages qui sont assez importants. Par contre, c'est sûr que la capacité d'exportation de l'Ukraine présentement avec la guerre qui se continue risque d'être limitée parce que la production, elle est en baisse et donc ce qui est à exporter va être de moins en moins important. Par contre, il faudrait voir là, comment ça se passe au niveau des prochaines années. Espérons que ça se règle bien avant, mais réalistiquement, on ne voit pas la fin de la guerre de sitôt. Au niveau de la Russie, ben, c'est vraiment un portrait très contrastant avec l'Ukraine, c'est-à-dire que d'année en année, elle a eu d'excellentes récoltes. La récolte de l'année passée était record avec des exportations records. Et cette année, ça ne semble pas y échapper. Ça ne va pas être un record, mais n'empêche que ça va être un niveau excellent au niveau des récoltes. Et donc, les exportations devraient être excellentes tout également, malgré le fait que l'Occident n'a pas relâché ses sanctions financières. On parle vraiment là, de l'accès système bancaire SWIFT. Et malgré tout, la Russie elle a une taxe à l'exportation qui nuit à ses exportations, mais malgré tout, est quand même capable d'avoir des exportations records. Donc, euh, tout, c- tout ce système-là fait en sorte que c'est extrêmement compliqué, la guerre en Ukraine. Je dirais que présentement, les marchés semblent, comment dire, s'en être désintéressés. C'est un peu, comment dire, c'est un peu comme appeler au loup, devrais-je dire, là. Donc, plus on répète l'information, le risque d'une menace, mais de plus en plus on est désensibilisé et de plus en plus les marchés en font fi. Donc, présentement, la guerre en Ukraine, l'impact sur les marchés, elle est là. Je ne pense pas qu'il va y avoir il va y avoir de fortes fluctuations, même s'il arriverait
des dommages importants, honnêtement, on est déjà dans ce scénario-là. Donc, l'impact sur le marché, il est là et je ne pense pas que ça va changer d'ici les prochains mois. Les exportations de blé, ben, vous voyez, la Russie, elle arrive avec des exportations records au niveau de son blé d'année en année. 2021-2022, ça n'avait pas été une année extraordinaire pour la Russie, mais 2022-2023 et 2023-2024 devraient être des très bonnes années. L'Union européenne réussit à s'en sortir au niveau de sa production de blé, malgré le fait là, des intempéries qu'on entend de gauche à droite. L'Ukraine, ben, vous voyez vraiment l'effet sur les exportations, c'est assez catastrophique. Et le Canada qui revient malgré tout là, après la sécheresse de 2021-2022 à des niveaux tout à fait convenables. Cette année, on est à 23 millions de tonnes, malgré le fait que la production ne sera pas extraordinaire, mais la sécheresse a été vraiment moins sévère que 2021. Et l'Australie, c'est en forte baisse parce que là, cette année, après avoir eu 3 années très chanceuses en termes de production, là, on dirait qu'ils reviennent avec des années de sécheresse un petit peu plus difficiles. Récolte sud-américaine. Donc, le grand joueur dans les dernières années, c'est le Brésil. Et là, les 3 dernières années, c'est particulièrement important parce que le Brésil a eu de très bonnes récoltes au niveau du maïs. Donc, en plus d'être le premier exportateur mondial de soya, le Brésil est devenu le premier exportateur mondial de maïs en 2022-2023 et tout porte à croire que ce soit le cas en 2023-2024. Donc, pour l'instant, l'USDA semble estimer que le Brésil devrait avoir une troisième bonne récolte de maïs. Et il faut savoir que le 129 millions de tonnes risque d'être conservateur. Je dis conservateur pourquoi? Parce que les superficies de soya augmentent et le maïs safrina, qui est vraiment le maïs le plus important en termes de superficie, en termes de production, qui représente environ les 3 quarts de la production de maïs, est semée après celle de soya. Et les superficies qui sont destinées aux grandes cultures au Brésil ne semblent pas avoir de fin. Donc, même si on semble limiter la déforestation, mais vous voyez mes guillemets, là, donc, ils réussissent à trouver d'autres superficies, que ce soit des élevages extensifs de bovins ou d'autres superficies de grains moins importantes, ben, viennent vraiment détrôner au profit du maïs et du soya. Et il ne faut pas s'en étonner que le principal acheteur en est la Chine. Donc, c'est des éléments à prendre en compte. Par contre, la production de maïs, elle est hautement à risque. Elle est hautement à risque. Pourquoi? Parce que la fin des pluies au Brésil, elles sont soudaines. Donc, euh, il peut pleuvoir de manière régulière durant les mois de décembre, janvier, février, mais souvent, lors de mars, avril, le robinet peut facilement s'arrêter et les pluies s'arrêtent tout d'un coup et ça affecte grandement le rendement du maïs. Pour vous donner une idée, en 2020, 2020-2021, la production de maïs au Brésil était de 87 millions de tonnes. Donc, c'est quand même très loin du 116 millions de tonnes qu'on voit là, pour l'année suivante. Donc, c'est à garder en tête. Le Brésil est une sorte de joker. Ça se peut qu'ils aient une très bonne récolte et ça viendrait vraiment plomber les marchés. Ou à l'inverse, que la récolte soit catastrophique et là, on puisse profiter d'une remontée des contrats à terme assez significative. Au niveau de la production de maïs et de soya en Argentine, honnêtement, pour 2023-2024, je crois qu'on va revenir à une année tout à fait normale. Ça peut sembler une grosse augmentation par rapport à 2022-2023, mais cette année-là, l'année avait été catastrophique. Donc, vraiment, une coupure là, de moitié au niveau de la production de soya et environ, je vous dirais, de 75 pour le maïs. Donc, des coupures de production assez significatives. Ce qui est dommage pour l'Argentine, c'est que c'est un pays qui a un très beau potentiel au niveau de la production. Je dis que c'est dommage. En fait, pour nous, en fait, on se le souhaite que ça va mal, là. On est quand même c'est la réalité de notre marché, là. On voudrait que ça aille mal partout, sauf chez nous. Donc, essentiellement, là, l'Argentine aurait un beau potentiel au niveau là, de croître en termes de production de maïs et de soya. Malheureusement, le pays, pour des raisons politiques et probablement également des régies de culture, font en sorte que
ils ont de la difficulté à s'en sortir et ils imposent des taxes à l'exportation qui freinent également le développement agricole en Argentine. Donc, pour vous donner une idée, là, la dernière fois que j'ai consulté, la fève de soya était taxée à 33 les sous-produits à 31 et le maïs et le blé à 12 Donc, c'est des éléments qui viennent vraiment freiner le développement du marché local. Donc, imaginez si vous deviez exporter vos grains et vous deviez payer un 12 à l'État. Je ne suis pas sûr que, on serait content, là. Je suis pas mal sûr là, qu'il y aurait une levée de bouclier là, assez significative des producteurs de grains, là. Au niveau des exportations mondiales de maïs, ben là, on le voit de manière plus schématique, ce que je disais, c'est-à-dire que le Brésil détrône les États-Unis. Donc, pour 2022-2023, la différence est assez importante. 2023-2024, l'écart est quand même plus réduit, mais n'empêche que c'est c'est un élément assez marquant. Pour une deuxième année consécutive, le Brésil est le principal exportateur de maïs. Un autre élément sur lequel je veux vraiment amener votre attention, c'est les exportations de l'Ukraine. Donc, 20 millions de tonnes pour 2023-2024, ça reste quand même excellent compte tenu de la récolte actuelle, c'est-à-dire des pertes de superficie. Par contre, au niveau des rendements, la récolte a été relativement bonne. Donc, perte de superficie, mais augmentation du rendement fait en sorte que l'Ukraine est quand même capable d'exporter de grandes quantités de grains, mais il suffirait qu'il tape une mauvaise année, puis je pense qu'on pourrait voir là, les exportations facilement fondre de moitié. Ici, ben là, je pense que je raconterai. Il n'y a personne qui va tomber des nues en voyant que le Brésil était le principal exportateur mondial de soya. Par contre, ce qui est à vraiment tracer ici, c'est vraiment de voir que le fossé se creuse entre le Brésil et les États-Unis. Donc, les États-Unis deviennent de moins en moins présents sur les marchés internationaux par rapport au Brésil. Et tout ça est alimenté par la demande chinoise. Et la demande chinoise, on en vient. Donc, la demande chinoise, pourquoi on en parle autant? Mais c'est parce que la Chine est le principal importateur mondial de grains, donc tout grain confondu. Au niveau du soya, on parle au moins là, de 60 de la demande mondiale, des exportations mondiales qui vont vers la Chine. Au niveau du maïs et du blé, ça reste moins important. Ils ont déjà été le premier importateur mondial de maïs du jour au lendemain, mais dans les dernières années, ça s'est quand même rétabli, mais n'empêche qu'elles sont un importateur mondial important au niveau de ces grains. La demande chinoise a un impact considérable sur le marché mondial des grains parce que c'est ça qui vraiment affecte les marchés. Donc, si la Chine se tourne vers les États-Unis pour acheter des grains américains, vous pouvez vous assurer que les contrats à terme devraient fortement réagir. Par contre, la Chine, elle, achète en grande quantité. Donc, on se rappellera qu'il y a certaines années, là, elle achetait en coups de millions de tonnes, voire même faire des achats de 4 millions de tonnes en un seul mois. C'était assez important et c'est vraiment venu changer la dynamique complète des marchés. Donc, ceux qui se rappellent de 2020-2021 vont se rappeler à quel point l'impact était majeur lorsque la Chine a décidé de se tourner et d'acheter des quantités massives de maïs américain. La Chine utilise également sa position de premier importateur mondial pour vraiment faire plier les politiques internationales. Donc, euh, par exemple, si on prend la guerre commerciale entre la Chine et les États-Unis, l'une des premières mesures de la Chine, ça a été de mettre une taxe à l'importation de fèves américaines, qui a toujours lieu d'ailleurs. Et ça, qu'est-ce que ça a eu comme impact? Bien, ça a été de favoriser le marché brésilien qui s'est accru d'année en année. Et présentement, ce qu'on voit, c'est des rapprochements avec la Russie pour importer davantage de grains. C'est pas que le grain russe soit de meilleur marché, quoique la plupart du temps, c'est souvent le cas, mais vraiment, elle utilise sa position pour vraiment tisser des liens et raffermir sa position géopolitique à l'international. Et la demande chinoise est est excessivement liée, en plus de l'enjeu politique, à sa croissance économique. Et c'est la raison pour laquelle on surveille excessivement la croissance du PIB, comment se porte le secteur porcin en Chine, parce que c'est ça qui drive vraiment la demande. Donc là, présentement, on est dans une situation où les ménages chinois ont très peur de perdre soit leur emploi ou soit qu'il y a un retour des mesures draconiennes au niveau du contrôle de la COVID ou que la croissance économique ne soit pas au rendez-vous, qu'il y ait des pertes d'emploi et donc ils limitent leur demande
en termes de viande ou en termes d'huile ou consomment moins au restaurant. Et donc, la demande d'huile est fortement liée à la demande au restaurant. Je ne sais pas si vous avez entendu ça. Est-ce que vous avez entendu un petit bruit en fond? Parfait, super, parce que je suis à côté de la machine distributrice de nourriture de chat et donc ça vient de crier à mes oreilles. Donc c'est parfait si vous ne l'avez pas entendu, c'est excellent. Donc tout ça pour dire que c'est un élément sur lequel vraiment on surveille énormément parce qu'une baisse de la demande chinoise, ça a des impacts majeurs sur les grains à l'international. Pour vraiment mettre un portrait des importations chinoises, on voit que 2021-2022, les importations n'avaient pas été super au niveau du soya. Par contre, le maïs, c'était quand même encore en très bonne, c'était quand même assez élevé, quoique ce n'était pas le record de 2020-2021 avec 27 millions de tonnes, si ma mémoire est bonne, de maïs. Par contre, par la suite, la Chine a mis une politique pour essayer de diversifier ses importations et donc augmenter ses importations de blé, d'orge également. Et même que là, présentement, je crois que la Chine étudie euh, 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 la possibilité d'enlever ces taxes à l'importation d'orge euh, australienne. Je vous rappelle que la Chine elle avait imposé des taxes à l'importation d'orge australienne à la suite du fait que l'Australie ait accusé la Chine d'avoir entraîné la propagation de la COVID-19. Donc, on voit vraiment, là, ça aussi, c'est un autre exemple de comment la Chine peut utiliser ses importations de grains pour vraiment brasser les cartes au niveau politique à l'international. La production locale, ce qu'on voit pour 2023, c'est une baisse de la production au niveau des céréales dans l'Ouest canadien dû au fait qu'il a manqué de pluie cette année. Par contre, contrairement à nous, eux, ils n'ont pas eu de pluie pendant les récoltes et ont pu assurer une certaine qualité des grains. Mais malgré tout, là, on voit une baisse assez importante de la production, mais on n'est vraiment pas à des niveaux là, de creux comme on a connu en 2021. En Ontario, maïs, soya, blé, très bonne production en vue cette année. Par contre, les petites céréales, orge, avoine, c'est drastique. D'ailleurs, je vais revenir à la diapo précédente. Remarquez la forte diminution de la production d'avoine dans l'Ouest canadien. C'est pas juste le fait qu'il y avait une perte de rendement due à la sécheresse, mais c'est vraiment une perte de superficie en raison de stocks qui étaient importants d'avoine, en fait, qui a diminué le prix, encouragé les producteurs à semer autre chose. Pour ceux qui sèment du canola, vous avez vu que dans les dernières années, là, des prix à 1 000 la tonne, ça incite beaucoup de producteurs à semer du canola. Donc, les producteurs ont décidé de se tourner vers d'autres productions qui étaient plus payantes et on a vu une baisse assez importante au niveau des superficies d'avoine. En Ontario, même constat que dans l'Ouest canadien, avec également un effet sur les petites céréales. Excusez-moi. Contrairement au maïs et au soya au blé, qui, eux, ont une très bonne production. Et au Québec, euh, la baisse de production de l'avoine est certes assez importante, mais pas aussi importante que, excusez-moi, je vais juste. OK. Ça s'apprécie. Bon, excusez-moi, là, j'ai eu une alerte comme quoi que ma batterie était faible, donc on va essayer de s'y rendre assez rapidement. Donc, la production de maïs devrait être quand même assez bonne, malgré tout que, bon, quand même une baisse au niveau de la production pour 2023. La production de soya devrait être excellente, c'est un record historique. La production de blé, quand même assez décevante, malgré tout. Baisse énorme au niveau de la production d'orge. L'avoine, la récolte n'est pas très bonne et le canola, tout à fait, je dirais, convenable selon les dernières années. Au niveau de l'offre et la demande de maïs, vraiment, je vous amène. Je pense que Étienne a manqué de batterie. Ça semble être ça, hein? Ouais, ça s'est coupé assez sec. On peut peut-être lui laisser une minute ou deux pour revenir. Là, il reste une dizaine de diapositives à présenter. Sinon, ça va être toi qui va falloir qu'il le fasse, Mylène.
Oh, ça va être rapide. On va les passer une à une, là. Que c'est pas bien long. Donc, si vous avez une envie pressante, c'est le temps. Ou allez vous chercher un petit verre d'eau, quelque chose. C'est le moment. Ouais, je vais bien remplir ça d'abord. Ou si quelqu'un avait encore des questions pour Monsieur Saint-Pierre, il est encore là. Vous pouvez peut-être lui poser des questions en attendant, s'il y a lieu. Ah, rebonjour, Désolé. Étienne. Effectivement, ma batterie m'a lâché malgré le fait que, avant de commencer ma présentation, j'en avais pour 1 heure et demie. Donc, la technologie n'est pas à son meilleur. Désolé de l'arrêt soudain de ma présentation. J'en suis fortement désolé. Donc, on repart. Donc, avant que ça déconnecte, donc l'offre et la demande de grains au Québec, de maïs, devrais-je dire. Vraiment, ce que je vous amène vraiment à vous concentrer, c'est l'année 2022-2023. On voit vraiment que les exportations de maïs cette année ont été très importantes. On estime à 901 000 tonnes de grains. Et ça reste quand même une estimation assez conservatrice, là. Donc, ça se peut que ça soit plus élevé à la fin de l'année. Là, on attend les derniers chiffres dans les prochains jours, mais ça a vraiment aidé à évacuer une bonne quantité du grain au Québec. Et ça, malgré le fait que l'estimation au niveau de la consommation intérieure due à la crise porcine, qu'on estime après une baisse d'environ 200 000 tonnes de grains, est quand même assez importante. Donc, on estime au final que les stocks devraient être en légère hausse, quoique le niveau des prix actuels montre qu'il y a vraiment un manque au niveau de maïs pour l'ancienne récolte, là, avec des bases là, je ne me rappelle même plus le dernier niveau, là, mais il me semble qu'on était au-dessus du 1 US le boisseau pendant un certain temps, alors qu'on se rappelle, il y a quelques mois à peine, on était à des moins 80, moins une pièce à certains moments de l'année. Donc, vraiment une dynamique de marché qui a changé du tout au tout en l'espace de quelques mois. Pour 2023-2024, avec les données de Statistique Canada qu'on a ajoutées ici, avec des importations somme toute assez minimales, étant donné qu'on a des bons stocks, avec une demande locale qui devrait continuer de baisser avec la situation dans le port, malgré le fait que finalement, la baisse de la production là, de porc de 1 million de tonnes va être moins que prévu. Là, on estime à 650 000 porcs environ. Je n'ai pas le chiffre exact. On estime que ça va quand même diminuer la consommation au final parce que ça va se faire c'est pas des arrêts qui se font du jour au lendemain, donc les conséquences vont avoir lieu de manière plus graduelle. Au niveau des exportations, on va être dans une situation un petit peu différente de l'année passée, c'est-à-dire que là, présentement, la récolte brésilienne fait en sorte que la disponibilité du grain brésilien, elle est, elle est assez phénoménale et donc ça joue sur le niveau des exportations. Et malgré tout, on va avoir des hausses d'augmentation des stocks de fin qui ne sont pas si exagérées. Parce que je dis si exagéré parce que nous, on avait commencé notre bilan à 750 000 tonnes. Donc, on est quand même, à travers quelques mois, le portrait a quand même grandement changé. Par contre, tout ça est basé sur le rendement estimé par Statistique Canada à 9,5. Et là, ce qu'on entend de ci et là, la production
oui, certains producteurs semblent assez déçus, mais dans les dernières semaines, on semble croire que la production ne sera pas si mal que ça finalement. Donc, vraiment, ça va être un élément à surveiller là, début décembre, voir ça va être quoi le chiffre final, ou du moins, en fait, quand vous allez rentrer dans le champ avec votre batteuse, voir c'est quoi votre capteur de rendement, qu'est-ce qu'il va vous dire. Est-ce qu'on est vraiment au-dessus? Est-ce qu'on va voir, dans vos cas, là, ça doit être des moyennes de 12 tonnes l'hectare à tout le moins, là. Donc, quel va être le rendement du maïs au Québec? C'est sûr que si le chiffre est à la hausse, ben, on pourrait se retrouver avec de fortes augmentations des stocks pour atteindre là, le record historique qui avait été établi il y a quelques années. L'année m'échappe, mais à 750 000 tonnes. Le taux de change a également un effet assez important au niveau du prix des grains. Dans la dernière année, vraiment, quand on va vraiment à partir de 2022, on était à un taux de change assez favorable. Puis est arrivé l'incertitude économique, à savoir est-ce qu'on va rentrer en récession due à la forte inflation. Ça a eu un impact assez énorme sur notre taux de change. On est tombé à des niveaux aussi bas que 72 cents. On a déjà connu des niveaux pires que ça, mais n'empêche que 72 cents, c'est assez faible. Et là, par la suite, depuis environ un an, on a un taux de change qui, bon an, mal an, tourne autour de 74 cents US le boisseau. Donc, si vous me demandez quel est le prix du dollar canadien dans les prochains mois, honnêtement, je ne pourrais pas le deviner, mais si on a affaire des scénarios, honnêtement, vous devriez tabler sur un taux de change à 74 cents parce que pour l'instant, il y a toujours des incertitudes économiques qui sont présentes. On ne sait pas si là, on est capable de contrôler l'inflation. Est-ce qu'il va y avoir d'autres augmentations du taux d'intérêt? C'est la grande question. Par contre, lorsque les États-Unis augmentent leur taux d'intérêt, le Canada suit, ou devrais-je dire à l'inverse, en fait, le Canada a été plus proactif que les États-Unis, si ma mémoire est bonne, au niveau de l'augmentation des taux d'intérêt. Donc, normalement, quand une banque hausse ses taux d'intérêt, le mois suivant, la banque l'homologue devrait suivre, là. Au niveau des bases et prix du maïs, c'est là que c'est assez important. On voit là que vraiment dans un marché qu'on dirait d'équilibre, comme on se retrouve plus. Ben non. On se retrouverait à 3,4 dans un marché d'équilibre, mais avec une demande en diminution. On est plus en léger surplus. On devrait se retrouver avec des bases qui sont plutôt négatives. Mais on voit là qu'il y a une certaine incertitude des marchés quant à la qualité de la récolte et la quantité de la récolte qu'on va avoir en 2023. Et là, présentement, on est plutôt une base là, qui tourne en 0, des fois négative à moins 10 cents, mais n'empêche que globalement, là, présentement, on se retrouve à des niveaux autour de 0. Donc, moi, honnêtement, je m'attends à ce que la récolte au Québec soit quand même bonne. Évidemment, ça va être la grosse question de l'heure lorsque vous allez rentrer dans les champs, savoir est-ce que la récolte est bonne ou pas. Mais moi, personnellement, mon avis est que la récolte risque d'être bonne. Et donc, euh, si elle est très bonne, on pourrait se retrouver avec des bases plus négatives. Je vous dirais là, un scénario de -20. Ce ne sera pas quelque chose d'exagéré. Au niveau des prix, bien évidemment, là, on est passé en dessous du prix à 300 piastres, à 300 la tonne. Excusez-moi. Et on fluctue plutôt entre 250 à 260 la tonne présentement pour la nouvelle récolte. Mais il faut savoir que si les bases diminuent davantage et que les États-Unis ont de la difficulté à exporter, euh, le contrat à terme pourrait baisser et la base également. Donc, on pourrait se retrouver à des scénarios qui sont un petit peu plus négatifs que le 250. Donc, moi, je vous dirais que présentement, mon feeling, c'est qu'une base à 0, présentement, c'est une très bonne base. Mais ça, c'est mon feeling personnel. Évidemment, je suis un gars qui n'a pas de grain à vendre, donc c'est facile pour moi de parler. Euh, Au niveau des bases de soya, ce qui est vraiment phénoménal cette année, surtout dans les derniers mois, c'est de voir que les niveaux normaux de base là, qu'on a vus dans l'historique, là, c'est entre -25 et -45 cents. Oui, on a eu ça pendant un bon bout de temps, mais par la suite, on a vu là, que les bases sont devenues plus négatives. Et pourtant, le soya est un grain qui est exporté, donc ne devrait pas fluctuer selon le niveau des récoltes. Les raisons qu'on me dit de la faible base du soya est fait que les taux d'intérêt qui ont eu d'importantes conséquences financières au niveau des acheteurs. Et pour eux, c'est très coûteux de prendre des positions
à long terme. Et donc, ça a un effet direct sur le niveau de vos bases. Donc, l'inflation et l'augmentation des taux d'intérêt n'a pas juste des conséquences sur les taux d'intérêt que vous payez à votre banque, mais également sur vos acheteurs qui doivent réduire les périodes d'achat. Donc, c'est devenu de plus en plus coûteux de pouvoir prendre une position à long terme. Évidemment, on doit parler de la production porcine. Donc, en avril 2023, on parlait d'une baisse de production d'environ 1 million de tonnes. Là, présentement, le marché semble s'être rééquilibré. Comme j'ai dit, on passe plus à une baisse de production de 650 000 parts, mais n'empêche que ça ne va pas dans la bonne direction. Donc, on estime une baisse de production de 200 à 300 000 tonnes de maïs, pas de production, mais de demande locale juste pour le maïs. Évidemment, peut-être que ça va être moins si la réduction est moindre que prévu, mais n'empêche que pour l'instant, on va avec un scénario plus conservateur, 200 et 300 000 tonnes. Les bases ont baissé et elles sont fortement volatiles, mais là, présentement, pour l'ancienne récolte, on en profite. Les bases sont très bonnes, donc ça semble être un très bon moment pour vendre. La restructuration de l'industrie porcine sera-t-elle achevée avec la fermeture de l'abattoir de Vallée-Jonction? Honnêtement, en ce moment, c'est un flou total. Le secteur porcin vraiment dans une crise qui est pas sans précédent, mais je vous dirais là, qui ébranle fortement le marché, surtout quand c'est le principal acheteur qui a des difficultés financières. Disons que ça ébranle beaucoup le secteur. Et donc, ça devient très difficile à savoir quelle va être la conséquence finale au niveau là, de la demande de grains. Mais ce que ça démontre, c'est vraiment la forte dépendance de, du secteur des grains québécois envers le secteur de l'élevage. Donc, au niveau de l'Ontario, des États-Unis, eux ont également connu une baisse de la production porcine. Par contre, au niveau du prix, ils n'ont pas connu la même baisse que nous, on a connu. Donc, on voit vraiment que le Québec est vraiment plus dépendant parce que l'Ontario et les États-Unis ont une plus grande production d'éthanol. Donc, on en paie les conséquences présentement. Ou on en a payé les conséquences, devrais-je dire. Donc, les facteurs qui sont à suivre, ben, qu'est-ce qui se passe en Ukraine? Quoique j'ai quand même émis un bémol, là, les marchés sont assez saturés au niveau de l'actualité qui se passe en Russie et en Ukraine. Le rythme des exportations de maïs et de soya sera important à suivre. Le Brésil est un joueur important au niveau marché international et compétitionne les grains américains, d'autant plus que si le fleuve du Mississippi se retrouve à des niveaux historiquement bas, ça veut dire qu'il y a moins de grains qui peut être transporté par barge, ce qui augmente les frais de transport, ce qui diminue la compétitivité des grains américains. La demande chinoise également, elle est importante à suivre parce qu'on prévoit des croissances économiques plus faibles que prévues et les ménages chinois semblent être très inquiets de la posture de l'économie chinoise, surtout que le président actuel semble relayer au deuxième plan l'économie, alors que ce n'était pas le cas avec les présidents antérieurs. Donc, on se retrouve plus dans une dynamique de bras de fer politique plutôt que dans un bras de fer économique. Les semis de soya au Brésil vont être à surveiller. Pour l'instant, il fait sec. C'est sûr que au départ, c'est un bon signe, c'est-à-dire que les batteuses, pas les batteuses, mais les tracteurs peuvent rentrer semis en masse de soya. Par contre, le Brésil est fortement dépendant de sa quantité en eau. Donc, normalement, ce qu'on voit, c'est lorsqu'il pleut, c'est plus encourageant pour les semis que l'inverse. Alors que nous, au Québec, quand il pleut, ben, on ne peut pas rentrer avec notre tracteur. Au Brésil, c'est un peu moins le cas. Donc, pour eux, c'est vraiment une bénédiction et pour l'instant, on prévoit plutôt des temps secs. La situation dans le port va être à surveiller. Évidemment, on est plus dans un marché assez opaque de ce niveau-là. Et les stocks de maïs au Québec, qu'est-ce qu'il y en est au niveau là, de l'année 2022-2023? Est-ce que les stocks sont aussi bas qu'on estimait? Est-ce qu'on a exagéré certains éléments? Mais c'est ça qui est à prévoir et qui va vraiment donner un meilleur portrait pour 2023-2024.